Eh bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette webcast sur le reporting de durabilité. Meilleurs vœux, d'ailleurs, à toutes et tous, puisqu'on démarre l'année, on est encore au mois de janvier, donc on peut se souhaiter les vœux. Et on a plein de choses à vous raconter. Vous allez voir le programme qui est assez riche pour une webcast qui ne va pas durer trop longtemps, mais qui va vous donner pas mal d'informations. Donc, on va évidemment vous dire quelques mots quand même sur ce contexte global en matière de durabilité. Et puis, le cœur de la présentation, c'est vraiment de revenir, puisque là, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on est dans les textes qui, pour partie, on a enfin la vision à peu près claire, donc de revenir sur la directive Content, et ensuite de rentrer dans un certain nombre de points, notamment relatifs aux simplifications des ESRS telles qu'elles ont été proposées par les FRAG dans son avis technique, de donner un certain nombre de perspectives opérationnelles, parce que concrètement, je pense qu'il y a deux choses que vous attendez, c'est de savoir où on en est dans les textes, et puis qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous. Donc, qu'on soit une grande entreprise dite de la vague 1, d'ailleurs entreprise cotée, ou une entreprise de la vague 2, qui vont être du coup très, très concernées par ce qu'on va dire aujourd'hui, puisque c'est surtout pour ces entreprises-là que ça s'était arrêté au moment où Omnibus est arrivé. Et puis, on abordera d'autres éléments qui ont été impactés par les travaux européens, notamment la taxonomie et la SFDR. Donc là, on va évoquer avec vous aussi les principales modifications avant de conclure. Alors, pour faire ça, je ne serai pas tout seul, je serai entouré d'un panel d'experts de PwC que vous connaissez pour la plupart bien, puisque si vous suivez nos webcasts, eh bien, vous les avez souvent vus sur tous les sujets qu'on va évoquer, la réglementation, les applications et les conséquences opérationnelles pour vous dans toutes ces dimensions. Donc, elles interviendront progressivement au fur et à mesure. Et puis, je vous rappelle aussi que tout ce que l'on vous dit là, tout ce qu'on a pu vous dire sur ces sujets de la durabilité, partie reporting, et sur notre site. C'est-à-dire vous avez les webcasts qui sont enregistrés, vous avez les notes techniques, tous les points qu'on publie sur LinkedIn, qu'on publie sur notre site. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur notre site pour avoir accès à tous les replays et à tous les sujets qu'on a pu aborder aujourd'hui ou dans d'autres webcasts. Alors, je le disais en introduction, on est dans une période compliquée. Alors, on est dans une période compliquée en matière de durabilité, mais en fait, en réalité, on est dans une période compliquée pour l'économie et la géopolitique mondiale. Ça n'aide pas les entreprises, ça n'aide pas d'ailleurs les États. Il y a un certain nombre de sujets qui semblent avoir été dépriorisés parce que l'actualité mondiale va de rebond en rebond. On a commencé d'ailleurs cette grande aventure avec les droits de douane, le fonds de conflit ukrainien, puis toutes les dernières évolutions qui sont là. Et ce retour en arrière sur la réglementation, en tous les cas, ce qui a pu ressembler à un retour en arrière sur la réglementation, c'est-à-dire cette accélération très forte qu'on a connue avec le Green Deal européen, puis ce moment de stop, d'ailleurs, l'Europe a appelé d'ailleurs sa directive Stop the Clock. Je rappelle que Stop the Clock, ça ne veut pas dire Stop the Regulation, mais ça a pu laisser penser que le sujet de la durabilité pouvait, pour certains, passer à la trappe. Et d'ailleurs, Warren Buffett a une grande phrase où il dit souvent « C'est à marée basse qu'on voit ceux qui nageaient sans maillot de bain ». On a pu voir à marée basse qu'il en était de la réalité des engagements des uns et des autres. Mais sur ce sujet du perception, c'est comme la température, il y a la température au thermomètre et la température perçue. Sur ce sujet de la perception d'un retour en arrière, plusieurs remarques. D'abord, c'est très européen, puisque c'est en Europe qu'on est parti très fort et qu'on s'est arrêté d'ailleurs tout aussi très fort. Parce qu'ailleurs dans le monde, les États et les entreprises n'ont pas stoppé. Dans de nombreux pays du monde, les normes de durabilité de l'IFRS, c'est-à-dire les normes ISSB, sont en train d'être mises en œuvre par les États, par les entreprises, et les gens bossent. Alors, bien sûr, ce sont des normes différentes sur le fond, on en a déjà parlé à de multiples occasions. Dans d'autres pays comme la Chine avait annoncé en avril 2024 sa CSRD, avec une approche de double matérialité, une couverture de l'ensemble des sujets E, S et G. Et là, les normes chinoises ont été publiées assez récemment, donc on va les analyser, voir ce qu'il y a dedans. Mais même, vous avez des États comme en Asie, où vous allez avoir une application des normes IFRS, des normes ISSB, plus des standards locaux. Et puis même aux États-Unis, qui est un pays complexe à appréhender sur ce point-là, le sujet continue selon l'État dans lequel vous êtes. Donc déjà, sujet très européen. Deuxièmement, le vrai sujet, et sur lequel il n'y a malheureusement pas de retour en arrière,
c'est que les enjeux réels environnementaux et sociaux sont toujours là et que la nature de ces sujets, ou en tous les cas les conséquences de ces sujets, sont devenus extrêmement significatifs financièrement. Et d'ailleurs, tous ces sujets portent leur part de risques et d'opportunités. Un exemple, nous avons publié chez PwC au mois d'octobre 2025 une étude mondiale sur le marché ou le business des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs qui sont essentiels pour délivrer toute cette promesse technologique et digitale et d'IA dont on parle de partout, qui est la préoccupation numéro 1 des dirigeants. Que nous dit cette étude? Que pour des raisons de climat, et en particulier de quantité d'eau disponible liée au changement climatique, en 2035, la production mondiale de semi-conducteurs est à risque majeur pour un tiers d'entre elles, et selon les scénarios, mais en moyenne, en 2050, plus de la moitié. Parce que pour faire des semi-conducteurs, il faut du cuivre. Pour faire du cuivre, il faut beaucoup d'eau, et on n'en aura a priori pas assez. Alors ça, c'est la partie risque. La partie opportunité, c'est que cette étude montre aussi qu'il y a des alternatives au cuivre, notamment en matière de tungstène, mais qu'aujourd'hui, ces initiatives ne sont ni à l'échelle industrielle, ni à l'échelle économique. Mais ça veut dire que l'entreprise qui, aujourd'hui, est en train d'innover sur ces marchés, se prépare, ayant intégré ce risque-là sur le cuivre, se prépare à un avenir autour d'autres matières premières dans la production de semi-conducteurs, et peut-être le Nvidia de demain, parce qu'ils auront intégré le risque, saisi l'opportunité. Et puis, quelques derniers mots, que penser de ces évolutions réglementaires? Est-ce que vraiment, comme on peut le lire à droite et à gauche, les textes ont été vidés de leur sens, il n'en reste plus rien? Écoutez, on a une vision peut-être un peu différente de ça. D'abord, il est probable que le paquet global de ces textes était en volume et en profondeur technique trop ambitieux. Il y a eu beaucoup de textes qui sont arrivés en même temps. Alors bien sûr, ils répondaient à une perception et à une vision extrêmement réelle de l'importance des enjeux de durabilité. Peut-être un manque de pédagogie aussi sur la progressivité de la mise en œuvre. Dire qu'ils ont été vidés de leur sens alors qu'en fait, ils ont été avec un retour d'un premier exercice, qu'ils ont je pense qu'on ne peut pas dire ça. Ils sont simplifiés. Ils vont être, et on va le voir, probablement plus faciles à mettre en œuvre. Dire que la plupart des entreprises en ont été exclues, c'est aussi un raccourci un peu simple. Bien sûr, plein de petites entreprises, puisque vous allez voir que les seuils ont été remontés. Mais en vrai, les grandes entreprises, qu'elles soient cotées ou non cotées, vont être dedans. Et il faut donner un petit peu la chance au produit, comme on dit. C'est quelque chose de progressif. On a voulu peut-être aller trop vite dans le dispositif. Donc, en fait, les entreprises qui ne sont pas dedans ont quand même la possibilité de mettre en œuvre des normes volontaires, parce que celles qui ne sont pas dedans, parce que trop petites, sont dans la chaîne de valeur de plus grandes entreprises et font face, et on y reviendra en conclusion, à des attentes de leurs partenaires financiers, de leurs clients sur ces questions-là. Donc, on ne pense pas que les textes ont été vidés de leur sens. Ils ont été remis à un niveau qui permet aux acteurs économiques de les intégrer, de travailler dessus, à des entreprises plus petites de rentrer dedans, donc remonter, de rentrer dedans de façon volontaire, donc remonter les seuils, ce n'était pas forcément une mauvaise chose. Et ne nous trompons pas, hein, les allers-retours réglementaires, s'ils peuvent laisser penser que le politique se désintéresse du sujet, d'ailleurs ce qui semble largement probable, ne traduisent en aucune manière la baisse d'importance des questions de durabilité. Comme je le disais, ces questions-là, en réel, qu'elles soient environnementales ou sociales, regardez ce qui s'est passé notamment avec l'affaire de Chine, sur un sujet lié aux droits humains, les conséquences économiques, tant pour le distributeur que même pour l'entreprise, ont été extrêmement significatives. Donc, il s'agissait juste de revoir une copie. Le sujet, lui, ne change pas d'ailleurs. Et je lisais les Échos ce matin en buvant mon petit café. Et vous avez pas mal d'articles sur le sujet, notamment, j'en ai retenu deux, sur les priorités des fonctions finances autour de la facturation électronique, de l'IA et du reporting extra-financier. Donc ça redessine les priorités des entreprises. Et puis un autre article basé sur des travaux de BPI France qui nous dit que 2/3 des PME françaises ont d'ores et déjà intégré le changement climatique dans leur stratégie. Donc, vous voyez que quand même, les entreprises travaillent toujours. Donc aujourd'hui, on sort du brouillard. Alors, pas sur tous les sujets, mais on sort quand même du brouillard omnibus. Quels vont être les seuils, qui est dedans, qui n'est pas dedans, qu'est-ce qu'on va devoir raconter. On a lu plein de choses, comme je le disais, sur vider de son sens et simplifier. Vous allez voir que les textes reviennent, sont bien là, se mettent en œuvre, les échéances sont connues. Il y a quelques domaines où on attend encore quelques clarifications, mais c'est bien l'objet du jour. Et là, je vais passer la parole à Anne Langlais pour rentrer dans le vif du sujet de tout ce qu'on a à vous dire aujourd'hui. Et je reviendrai tout à l'heure en conclusion pour vous donner quelques éléments de perspective, en particulier sur le regard des administrateurs et des investisseurs sur ces questions-là. Anne, je te passe la parole. Merci beaucoup, Sylvain.
Alors, bonjour à tous. Merci de votre fidélité à nos rendez-vous PwC de la durabilité. Alors ça y est, nous sommes en 2026 et comme l'a dit Sylvain, on commence à y voir plus clair. Alors c'est vrai qu'on a été vraiment pendant plusieurs mois, dans l'incertitude la plus totale et donc, 2026, voyons les aspects positifs, année de la levée des incertitudes. Donc en termes de scope, en termes d'informations demandées. Et donc tout ça va permettre à chaque entreprise de pouvoir avancer à son rythme en fonction de son cas particulier. Donc les actualités réglementaires, on le sait, elles ont été très très riches en 2025 et notamment fin 2025. Donc, un petit rappel sur le contexte dans lequel Omnibus a vu le jour. Et puis, vraiment, l'idée de la conférence ce matin, c'est vraiment de vous proposer un décryptage approfondi des nouveaux textes. D'accord ? Donc, pour rappel, on a eu cette série Omnibus suite au rapport Draghi. Et je vous rappelle 2 objectifs à l'origine. Retirer 80% des entreprises du scope de la CSRD, ça c'était l'objectif à l'origine, et simplifier les exigences de reporting. Donc évidemment, tout ce qu'on va dire ce matin tourne autour de cet objectif. Donc on peut aller sur le slide suivant. Basiquement, on vous a remis ici, on a aujourd'hui des textes applicables et des textes qui ne sont pas encore applicables. Donc, on vous a indiqué les différents textes et donc sur les textes déjà applicables, vous avez bien en tête le texte Stop the Clock qui, je vous le rappelle, avait pour objectif de mettre sur pause les obligations des entreprises dites de la vague 2. L'acte délégué Quick Fix qui introduisait pour les entreprises de la vague 1 des mesures de progressivité. Donc, c'était une flexibilité qui a été bienvenue, mais ce n'était pas une révolution parce que ce texte est arrivé tardivement. L'acte délégué taxonomie qui prévoit quelques allègements et sur lequel on va revenir, et la recommandation de la Commission européenne sur la norme VSME. Alors, on a passé beaucoup de temps sur ces textes applicables avec tous les points d'attention, vraiment pour la clôture lors de notre journée PwC des reporting en novembre. Donc là, l'idée, c'est vraiment de rentrer dans les détails de la directive Content et dans les détails des projets de normes ESRS, donc l'avis technique de l'EFRAG. Donc, petit point d'attention. Pour les entreprises qui ne connaissent pas les normes ESRS actuelles, ce webcast sera trop compliqué parce que nous allons nous concentrer sur les principaux changements par rapport aux normes ESRS actuelles, donc par rapport au 7.1. Donc, ce n'est pas une introduction aux ESRS en partant de zéro. Et par ailleurs, dans ce webcast, nous ne présenterons pas la norme VSME ce matin. On aura l'occasion, lors de prochains événements, de faire la part belle au reporting volontaire. Voilà. On a, donc dans ce slide, vous voyez bien les autres textes du paquet Omnibus qui ne sont pas encore applicables, et c'est évidemment ceux qui vont nous intéresser, donc la directive Content, les simplifications des ESRS, et puis on passera un petit mot aussi sur la taxonomie SFDR. Donc, on peut aller au slide suivant. Tout le monde a besoin de stabilité. Donc, il s'agit de comprendre ce qui est sorti dans les détails. Alors, on vous a mis ici une synthèse avec les 3 textes qui nous intéressent particulièrement. Donc, Content, on va parler des seuils, de la date d'application. Les ESRS, on va parler de l'étendue de la simplification, des dates d'application, du contenu. Sur ce slide, je m'arrête ici parce que dans tous les cas, on va rentrer tout de suite dans les détails de ces textes. Alors, je l'ai dit, 2026, on peut aller sur le slide suivant. 2026, c'est l'année de la levée des incertitudes. En termes de scope, en termes d'informations demandées. Et donc, on a essayé pendant ce webcast d'adresser 3 populations différentes. Donc, on a les entreprises qui ont déjà fait la CSRD et donc qui restent dans le scope. Petit caveat, attention, il y a quand même certaines entreprises qui vont sortir du scope. On y reviendra tout à l'heure. Ensuite, deuxième population, on a ceux qui n'ont pas encore fait la CSRD, les ESRS, mais qui sont dans le scope avec les nouveaux seuils. Et ensuite, troisième population, on a ceux qui ne seront pas dans le scope. Et donc là, c'est la population pour le reporting volontaire. Donc, il va falloir qu'on change notre vocabulaire vague 1, vague 2. Vous savez, on va passer d'une logique de vague à une logique binaire, c'est-à-dire est-ce que je suis dans le scope, est-ce que je suis hors du scope. Et donc, dernière précision, malgré tout, vous êtes plus de 1200 inscrits ce matin. On a reçu une centaine de questions avant le webcast. Alors d'habitude, on reçoit des questions, mais là, il y en a vraiment beaucoup. Sachez qu'on a pris connaissance de vos questions. On vous remercie pour ça et on a vraiment prévu d'essayer de les adresser tout au long de cette présentation.
Voilà. Alors, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet, il est temps, avec notre premier texte, la directive Content, donc, qui vient modifier le contenu de la CSRD et celui de la CS3D. À noter que ce matin, nous aborderons les modifications de la CSRD. On aura l'occasion de revenir sur la CS3D dans un prochain événement. On ne peut pas tout traiter dans le temps imparti, malheureusement. Donc, Axel, je vais te passer tout de suite la parole pour que tu nous présentes les principales dispositions de la directive Content. Oui, alors bonjour à tous. Alors, je vous propose de commencer, avant de vous présenter les principales modifications apportées par la directive Content, par un petit point de rappel sur le calendrier d'adoption de la directive Content. On peut aller sur la slide suivante. Donc, cette directive, elle a été adoptée définitivement par les législateurs européens le 16 décembre dernier. La prochaine étape, ça va être sa publication au journal officiel de l'Union européenne qui pourrait intervenir au mois de mars ou au mois d'avril de cette année. Et puis, l'étape encore suivante, ça va être sa transposition dans le droit national des États membres, transposition qui devra intervenir dans les 12 mois au plus tard de sa publication au journal officiel de l'Union européenne, étant précisé que pour la France, on pourrait avoir une transposition d'ici la fin de l'année. Concernant ensuite la question de la date d'application en France de la directive Content, on va avoir une application pour les nouveaux seuils pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027. Et pour ce qui est des autres modifications, et on y reviendra, tout dépendra finalement du calendrier d'adoption du texte de transposition, donc soit exercice 2027 ou exercice 2026 si le calendrier le permet. Je te repasse la parole, Anne. Alors, on peut effectivement aller sur le slide suivant. Merci beaucoup, Axel. Donc, OK, on a compris le calendrier. Maintenant, c'est vrai qu'on a besoin d'avoir un aperçu, parce que finalement, ça couvre quoi, Content? Alors oui, j'ai bien compris que ça couvre la réduction du nombre d'entreprises concernées. Mais qu'est-ce que ça couvre d'autre, en fait? Alors, si on rentre un peu dans le détail du contenu de cette directive Content, on vous a mis sur le slide, là, un aperçu de l'ensemble des principaux sujets. On va revenir en détail sur chacun. Donc, les nouveaux seuils applicables pour la CSRD, qui sont bien plus importants qu'avant. Également des seuils rehaussés pour la CS3D, donc la directive sur le devoir de vigilance pour ceux qui n'ont pas le terme en tête. On a des nouvelles exemptions qui sont introduites, qui sont assez importantes, sur lesquelles Axel va revenir. On a un maintien de l'obligation d'établir un état de durabilité pour les entreprises non européennes, avec des seuils également rehaussés, mais cette obligation est maintenue. On a la révision des ESRS avec la simplification du contenu de l'état de durabilité. On a la suppression des normes sectorielles, mais là, attention, car il y a des possibles guidelines sectorielles qui sont dans les tuyaux. Axel en dira un mot. On a des mesures de progressivité dans la CSRD, notamment pour les mouvements de périmètre. On a également un principe de value chain cap. Alors, vous inquiétez pas, on va le redéfinir parce qu'il y a de la confusion sur ce sujet. On a également un élargissement de la possibilité d'omettre des informations qui sont considérées comme confidentielles. Et on a également, alors sur le plan de transition, on n'a pas de modification dans la CSRD. En revanche, il faut quand même noter sa suppression dans la CS3D, donc dans la directive sur le devoir de vigilance. Également sur le sujet de l'assurance, donc sur le sujet de l'audit, on a l'abandon de l'assurance raisonnable, mais avec un maintien de l'assurance limitée et l'exigence d'un acte délégué pour ces normes d'assurance, donc ces normes d'audit assurance limitée, qui sont planifiées au plus tard le 1er juillet 2027. Donc ça, c'était l'overview. Maintenant, dans le détail, Axel, on a vraiment besoin de comprendre cette directive. Je te laisse la main. Oui, alors on peut peut-être commencer par l'une des mesures phares de la directive Content, c'est-à-dire le relèvement des seuils de la CSRD, relèvement très significatif, comme vous allez le constater dans cette slide. Donc, sur cette slide, on vous a mis les seuils de la CSRD actuelle. Donc, pour rappel, c'est 25 millions d'euros pour le bilan, 50 millions d'euros pour le chiffre d'affaires et 250 pour le nombre de salariés, étant précisé que pour les entreprises de la vague 1, c'est 500 pour le nombre de salariés. Et avec la directive Content, on va avoir plus que 2 seuils cumulatifs de 1000 salariés et de 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est les seuils qui avaient été proposés par le Conseil de l'Union européenne et qui vont bien au-delà de la proposition initiale de la Commission européenne. Et on a également l'exclusion des PME cotées sur un marché réglementé.
Donc, à côté de ce relèvement des seuils, comme l'a évoqué Anne, on a également des nouvelles exemptions. Alors, on a tout d'abord une exemption dite transitoire pour les exercices 2025 et 2026 qui s'adresse aux entreprises de la vague 1 et qui sont en dessous des nouveaux seuils de content, c'est-à-dire donc 1000 salariés et 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, attention, cette exemption, elle n'est pas automatique, hein, c'est une option qui est à la main des États membres et qui devront donc l'activer ou pas dans leur droit national. En tout cas, en France, pour ce qui concerne l'exercice 2025, on ne va pas avoir d'exemption pour les entreprises de la vague 1, quand bien même elles seraient en dessous des nouveaux seuils, puisqu'on n'a pas de texte français qui prévoit une telle exemption. En revanche, effectivement, pour l'exercice 2026, c'est une question qui se pose et qui devra être suivie dans le cadre de la transposition. À côté de cette exemption transitoire, on a également deux nouvelles exemptions importantes, hein, comme l'a dit Anne. Tout d'abord, une exemption pour les holdings financières, donc qui pourront être exemptées d'établir un état de durabilité consolidé, alors sous certaines conditions qui sont énoncées dans la directive Content. Et puis une autre exemption importante et tout à fait nouvelle qui concerne les filiales cotées ainsi que les sous-groupes cotés qui pourront dorénavant être exemptés. Alors que jusqu'à présent, hein, cette exemption n'était pas possible, alors même que la filiale cotée ou le sous-groupe coté était consolidé par la société au-dessus. Alors là encore, pour ce qui est de l'application, tout dépendra du texte de transposition. Ça sera une application soit applicable à compter de l'exercice 2027 ou exercice 2026 en fonction de ce que prévoira le calendrier de transposition. On peut aller sur la slide suivante. Donc là, on vous a indiqué la date d'application des nouveaux seuils de la directive Content de 1000 salariés et de 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc la directive Content, elle prévoit que ces nouveaux seuils seront applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027. Donc comme l'a dit Anne, hein, à compter de cet exercice 2027, on va passer d'une logique de vague à une logique binaire, soit la société est au-dessus des seuils ou elle est en dessous et donc elle n'est pas concernée. Donc, jusqu'à l'exercice 2026 inclus, on applique les seuils de la CSRD actuelle. Modulo cette possible exemption pour notamment l'exercice 2026 qui pourra être activé par les États membres pour les entreprises de la vague 1 en dessous des nouveaux seuils de la directive Content. Pour les entreprises ex-vague 2, donc qui n'ont pas encore appliqué la CSRD, mais qui seront au-dessus des seuils à compter du 1er janvier 2027, elles pourront faire un reporting volontaire en attendant donc d'être soumises de manière obligatoire donc pour l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2027. Et puis ensuite, donc à partir de l'exercice, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027, on aura donc les nouveaux seuils applicables de 1000 salariés et de 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on ne fait plus de distinction entre entreprise vague 1, entreprise vague 2. Et pour celles qui seront définitivement sorties du scope, elles auront aussi donc la possibilité de faire un reporting volontaire. On peut passer à la slide suivante. Alors, on ne va pas détailler cette slide, c'était juste pour vous indiquer donc l'évolution des seuils à travers les différentes réglementations, donc la NFRD, la DPEF, la CSRD actuelle et puis la directive Content. On vous a mis en dessous du tableau le nombre estimé des entreprises visées par ces différentes réglementations. Et donc, comme vous pouvez le constater, donc effectivement, on a un scope très largement réduit avec la directive Content, puisqu'on passerait de 50 000 entreprises visées à 5 000 entreprises visées par la directive Content. Alors, en réalité, un peu plus si on prend en compte le reporting des filiales et un peu moins si on ne prend pas en compte ce reporting. Et sur ces 5 000 entreprises, on aurait grossièrement 1/10 des entreprises françaises visées. On peut aller sur... Ouais. Merci Axel. Donc effectivement, là sur le scope, c'est très clair ce que tu nous expliques. Et par contre, on l'a dit tout à l'heure, la directive Content, ce n'est pas le scope. Donc maintenant, on va passer aux autres sujets. Qu'est-ce que tu peux nous dire des autres évolutions ? Oui, alors donc on a vu, il y a le relèvement des seuils pour les entreprises européennes. Alors j'en profite vite pour répondre à une question dans le chat. C'est bien 2 seuils qui sont cumulatifs, hein. Ce n'est pas l'un ou l'autre.
000 salariés et 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour les groupes non-UE, là aussi, on a un relèvement des seuils. Donc, les groupes non-UE qui vont réaliser plus de 450 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'Union européenne et qui détiennent au moins une filiale européenne ou, à défaut, une succursale européenne qui réalise plus de 200 millions d'euros, donc vont bien rester dans le scope de la CSRD à compter de l'exercice 2028. On peut passer à la slide suivante. Je te passe la parole, Anne. Alors, effectivement, sur la slide suivante, vous allez voir, on vous détaille notamment le sujet qu'on appelle le principe du value chain cap. Donc, il y a eu beaucoup de confusion sur ce sujet. C'est un principe finalement qui permet de limiter les informations pour les entreprises qui ne sont pas dans le scope de la CSRD, donc les informations que ces entreprises ont à donner. Donc, l'idée, c'est d'alléger la charge de reporting qui pèse sur ces entreprises qui ne sont pas dans le scope de la CSRD. Et donc, il y a une idée reçue. Cette idée reçue, elle consiste à penser qu'il y a une interdiction de demander des informations aux entreprises au-delà de la norme volontaire, donc la future VSME, qui sera adoptée par la Commission européenne. En réalité, ce n'est pas une interdiction de demander ces informations. En fait, c'est plutôt un droit pour ces entreprises de refuser de fournir ces informations. Et donc, c'est aussi une obligation pour celles qui demandent les informations, donc les grosses entreprises qui demandent des informations aux plus petites, c'est une obligation pour elles d'informer que ces informations qui dépassent la norme volontaire, c'est des informations qui dépassent la norme volontaire. Donc, si je synthétise, il n'y a pas d'interdiction de collecter ces données. En revanche, les entreprises qui sont sous les seuils, elles peuvent refuser de fournir les informations. Et celles qui les demandent, elles doivent préciser que ça va au-delà de la norme volontaire. Voilà. Ensuite, sur ce slide, on voit qu'on a aussi un sujet de changement dans la composition du groupe. Alors ça, ni plus ni moins, c'est la progressivité sur les opérations de périmètre. Il y a un exercice de progressivité pour les acquisitions et les cessions. Donc, en gros, la CSRD dit qu'on a la possibilité de ne prendre en compte la nouvelle acquisition, par exemple, uniquement lors du prochain exercice. Et donc, on reviendra de toute manière sur ce sujet ensuite, parce que l'avis technique de l'EFRAG traite aussi ce sujet. Donc, on le reverra dans quelques instants. Ensuite, on a le sujet sur la confidentialité, parce qu'on a des nouveautés sur la confidentialité des informations qui peuvent être omises, donc en raison de ce caractère confidentiel. Et donc là, la directive Content, elle élargit les possibilités et on a un certain nombre de clarifications qui sont apportées. Alors oui, extension de la possibilité d'omission des informations. Donc vous vous rappelez qu'on a différents cas possibles d'omission, la publication nuisible à la position commerciale, le secret des affaires avec tout ce qui est propriété intellectuelle, information classifiée, information protégée par la loi, vie privée et sécurité. Et donc, il y en a davantage maintenant. Et donc, ça reste par contre sous condition. Et surtout, à noter, il faut mentionner l'omission dans le rapport et il faut le réévaluer chaque année. Donc, Axel, je te repasse la parole pour la suite des dispositions de Content. Oui, alors, plan de transition, je ne reviens pas dessus. Anne, tu l'as déjà évoqué, donc pas de changement dans le wording de la CSRD. En revanche, suppression du plan de transition dans la CSDDD. Pour les simplifications des normes ESRS, on va revenir dans un instant en détail sur ce sujet. Ensuite, dans la directive Content, on a le sujet des normes ESRS sectorielles dont l'adoption est abandonnée avec à la place de potentiels guidelines sectoriels qui seraient adoptés par la Commission européenne pour faciliter l'application des ESRS dans un secteur donné. On a également le sujet d'application volontaire, donc que Anne a déjà évoqué dans le cadre du principe de value chain cap. Donc, la directive Content prévoit qu'une norme d'application simplifiée, d'application volontaire, sera adoptée par la Commission européenne pour les entreprises donc, qui vont sortir définitivement du scope. Cette future norme d'application volontaire, elle va s'appuyer sur l'actuelle norme VSME qui a été élaborée par l'EFRAG pour les PME non cotées, donc de moins de 250 salariés. Sur la taxonomie XBRL, je vais juste en dire 2 mots. Il n'y a pas vraiment de nouveauté. C'est juste que la directive Content précise que tant qu'on n'a pas les règles qui vont venir définir comment baliser les informations de durabilité, eh bien la taxonomie XBRL n'est pas applicable, mais c'est ce que déjà la Commission européenne avait indiqué dans une de ses FAQ. Et puis enfin, sur l'opinion d'assurance, Anne l'a également déjà évoqué. Donc,
la directive Content abandonne l'opinion d'assurance raisonnable, on reste sur une opinion d'assurance limitée, avec l'adoption de normes d'assurance limitées qui est reportée au 1er juillet 2027 à la place du 1er octobre 2026. Merci beaucoup, Axel. Alors, bon, on a eu un bon aperçu de la directive Content. On va pouvoir maintenant passer à notre deuxième texte structurant. Donc, on a tous entendu que ces normes allaient être simplifiées. On peut passer au slide suivant. Donc voilà, le deuxième texte important pour 2026, c'est l'avis technique de l'EFRAG qui propose des simplifications des normes ESRS. Donc, l'incertitude n'est pas complètement levée sur ces propositions de simplification de normes. Pourquoi? Parce qu'en ce début d'année 2026, on a fait un pas de géant. On a l'EFRAG qui a remis son avis technique à la Commission européenne après plusieurs mois de travaux, donc c'est un pas de géant. Donc 2026 permet clairement d'y voir plus clair sur toutes les simplifications envisagées. C'est la copie finale de l'EFRAG rendue à la Commission européenne, mais ce n'est pas les normes, ça ne constitue pas des normes définitives. Ça va en tout cas permettre aux entreprises d'avancer avec des choses concrètes pour leur permettre de prioriser. Et puis, si on en revient à nos trois populations, ces projets de normes simplifiées, ils peuvent intéresser tout le monde, ceux qui ont déjà appliqué, ceux qui sont dans le scope obligatoire et qui n'ont pas encore appliqué, et même ceux qui ne sont pas dans le scope et qui sont en reporting volontaire, parce que même cette troisième population a tout un panel d'options à sa main pour faire du reporting volontaire et avoir connaissance d'un certain nombre de points du contenu de ces normes simplifiées est intéressant. Donc, si on commence par le calendrier, sur les dates, alors on va commencer par les dates de publication et ensuite on parlera des dates d'application. Donc, sur les dates de publication, en novembre 2025, comme je le disais, l'EFRAG a rendu sa copie finale. Donc, on a 12 projets de normes simplifiés via cet avis technique avec des définitions. L'EFRAG a aussi publié ce qu'ils appellent une fact sheet qui n'est pas parfaite, mais qui donne un certain exécutif summary des évolutions des normes. Donc, c'est un avis technique. Donc, c'est un projet de normes et ce n'est pas encore les normes définitives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contenu de l'acte délégué final, il n'est pas connu, que c'est la Commission européenne qui a la main et qui a la latitude pour modifier cet avis technique, mais en pratique, on ne s'attend quand même pas à de nombreux ajustements. Après, on n'a pas de boule de cristal et on connaît les surprises. Voilà. Ensuite, autre date, décembre 2025, c'est quand même intéressant de souligner que l'EFRAG a complété ces normes, notamment par la publication de Basis for Conclusion, qui peuvent permettre de comprendre l'esprit de certaines évolutions. Toujours sur les dates de publication des textes, c'est aussi intéressant de noter qu'en 2026, l'EFRAG a indiqué qu'ils allaient essayer de publier ce qu'on appelle la Guidance IG3. Vous savez, c'est la liste des points de données des normes dans un fichier Excel. Donc, ils allaient essayer de le publier en conformité avec l'avis technique. Donc, ils ont indiqué que ce serait normalement rapidement mis à jour et mis à disposition. Et donc, l'EFRAG doit également travailler dans les mois qui viennent sur davantage de guidance. Et notamment, par exemple, ils ont cité les informations à publier sur les effets financiers anticipés. Donc, maintenant qu'on a vu les sujets de date de publication, on passe sur les dates d'application de ces nouvelles normes simplifiées. Donc, la Commission européenne, elle prévoit d'adopter l'acte délégué des nouvelles normes courant 2026. Alors, on a eu, lors de réunions publiques, le commissaire européen qui expliquait que la Commission européenne, elle prévoit bien l'adoption de ce nouvel acte délégué d'ici le milieu de l'année 2026 avec une application obligatoire pour l'exercice 2027. Donc, OK, ça c'est ce qu'on avait en tête. Après, il faut quand même noter que l'objectif de la Commission, c'est de permettre d'appliquer ces normes simplifiées de manière volontaire dès l'exercice 2026. Et donc, ils ont indiqué qu'ils étaient conscients qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui sollicitaient cette possibilité. Et leur objectif, c'est vraiment ça, c'est l'application dès 2027 sur l'exercice 2026 de manière volontaire et donc application obligatoire dès l'exercice 2027. Donc, comme je l'ai dit, il faudra attendre la publication au journal officiel de cet acte délégué
pour vraiment savoir si les entreprises pourront appliquer par anticipation dès l'exercice 2026 de manière volontaire ce jeu de normes révisées. Donc ça, c'était pour les dates d'application. Et puis, il nous reste une question un peu structurante que beaucoup d'entreprises se posent, c'est finalement, est-ce qu'on va pouvoir anticiper dès l'exercice 2025, donc qu'on publie là en 2026, est-ce qu'on va pouvoir les anticiper, ces projets de normes simplifiés, parce qu'on aimerait bien les anticiper. Alors, vous l'avez entendu, déjà, c'est des projets, ce n'est pas définitif. Donc, la réponse est là. Les normes applicables à l'exercice 2025, ça reste bien les normes ESRS actuelles. Ensuite, ça reste quand même intéressant de comprendre quelles sont les directions qui sont prises. Et surtout, plus de suspense, il y a quand même certaines évolutions de ces normes qui sont plutôt de l'ordre de la clarification des normes et pas de la modification. Et donc, pour tout ce qui est de l'ordre de la clarification, c'est possible de l'appliquer dès 2025. Alors, vous verrez que ce n'est pas une science exacte. On a essayé de débroussailler le sujet avec une liste préliminaire des principales clarifications. Et donc, j'insiste vraiment sur le terme clarification pour savoir ce qui peut être pris en compte dès l'exercice 2025. Donc, on a signalé dans les slides suivantes à l'aide d'un pictogramme, on peut aller au slide suivant, à l'aide, le slide d'après, on reviendra sur celui-là après. Donc, vous verrez, il y a un pictogramme clarification, voilà, pouce levé, donc qui permettra d'identifier ce qui est de l'ordre de la clarification et donc qui pourrait raisonnablement être appliqué à la clôture 2025. Et dans certains cas, on verra qu'il y a des zones grises qui peuvent être interprétées comme des clarifications, mais il faudra rester vigilant et ça demande un traitement et un jugement et un jugement à examiner au cas par cas. Donc, si on revient sur le slide précédent, on vient de traiter le quand, d'accord? Et maintenant, on veut savoir le quoi et surtout le combien. Donc, vous pouvez voir à l'écran en quelques chiffres clés concernant les allègements apportés à ces normes simplifiées. Donc, on constate qu'on a un nombre total de points de données qui a diminué de 71%. D'accord? Donc, cette réduction, elle inclut la suppression de 100% des données volontaires, donc les mail data points, et une réduction d'environ 61% des points de données shall data point. Donc, ensuite, on a le nombre de pages des normes qui a été réduit de à peu près 50%. Donc, oui, c'est très utile d'avoir ces ordres de grandeur sur les réductions. Mais tout ça, il faut le prendre avec des pincettes. Pourquoi? Parce que ces réductions de data point, elles ne sont pas forcément proportionnelles à la réduction de l'effort pour les entreprises qui travaillent et qui préparent le reporting. Pourquoi? Tout simplement, d'abord, parce qu'avec l'analyse de matérialité, la matérialité de l'information, la plupart des entreprises, elles n'étaient pas obligées de fournir 100% des points de données. Ensuite, on a quand même des points de données qui ne nécessitent pas tous le même effort. Il y a certains points de données qui demandent 2 minutes, d'autres plusieurs jours de préparation. Ensuite, on a un principe d'information spécifique, donc entity spécifique, qui reste et qu'on a besoin de préciser, donc qui ne sont pas compris forcément dans le nombre de data points. Et ensuite, on a certaines réductions qui visent à limiter les redondances. Donc oui, on réduit le nombre de pages, mais derrière, on n'allège pas forcément l'information à fournir dans l'état de durabilité. Je vous donne un exemple. On peut demander moins de data points sur les plans d'action, mais dans le fond, ce qui compte, c'est d'avoir des plans d'action crédibles et il faudra bien prendre le temps de les expliquer très correctement, peu importe le nombre et la granularité réduite des data points des normes. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet. Donc, le sujet, c'est quels sont les enjeux liés à la simplification. Alors, vous verrez que dans cette partie, je serai accompagnée de Lisa. Donc, pour rappel, l'EFRAG, vous le savez, avait défini 6 leviers de simplification pour répondre aux difficultés et aux complexités des normes du 7.1. Ces 6 leviers, c'était simplification de l'analyse de matérialité, meilleure lisibilité et concision de l'état de durabilité, restructuration et refonte des liens entre information générale et thématique, amélioration de la compréhensibilité, de la clarté des normes, etc., mesure d'allègement et amélioration de l'interopérabilité. Donc, une fois qu'on a rappelé les leviers, vous verrez que nous, ce qu'on va faire, c'est commenter les cross-cutting standards dans le détail, chaque norme thématique, et on a vraiment fait le choix d'avoir des slides assez détaillés pour que vous puissiez les utiliser comme une synthèse des évolutions principales. Comme évoqué avant, vous verrez le petit picto pour identifier ce qui est de l'ordre de la clarification.
Et donc, on voulait commencer par un bref aperçu des principales évolutions. Donc là, vous le voyez sur le slide. On va vous parler et vous expliquer de quoi on parle quand on parle du principe de Fair Presentation. Ensuite, on va vous expliquer quelles sont les précisions et les simplifications sur l'analyse de double matérialité. De la même manière, on va revenir sur ce qui a changé concernant la matérialité de l'information et le filtre de matérialité. On va également vous parler des possibilités d'agrégation ou de désagrégation, des nouveautés sur le périmètre. Il y a des points importants à noter sur les effets financiers, notamment sur les effets financiers anticipés. Ensuite, les reliefs. Alors, ça, c'est les nombreux allègements qu'on va vous détailler, et notamment la notion de undue cost or effort. Donc, clairement, la partie sur les reliefs, c'est, à mon avis, la partie la plus importante et la plus structurante en termes de simplification. On a aussi des nouvelles mesures de progressivité, donc phasing in, la structure de l'état de durabilité, la structure des normes, l'interopérabilité. Voilà, donc il y a eu une conférence à l'ANC la semaine dernière qui a permis de faire un bon tour d'horizon. Et donc, c'est une conférence pendant laquelle les simplifications des ESRS ont été globalement saluées avec le gros travail qui a été effectué. À noter quand même qu'il y a des parties prenantes historiquement qui ont posé des questions sur l'étendue des reliefs qui ont été proposés dans cette version de normes simplifiées. La préoccupation de certaines parties prenantes, ça peut être, par exemple, qu'il y ait certains reliefs qui ne soient pas limités dans le temps, d'accord ? Ou alors, on a aussi des sujets d'interopérabilité parce qu'on a des reliefs qui peuvent entraîner des divergences par rapport à l'ISSB parce que ces reliefs sont plus nombreux dans les ESRS simplifiés que dans les normes de l'ISSB. Donc voilà pour l'aperçu des mesures principales. On va rentrer dans le vif du sujet. J'attire votre attention sur un abus de langage parce qu'on risque de dire les normes d'aujourd'hui et les normes de demain, mais vous l'avez tous bien compris que les normes de demain ne sont encore que des projets et ne sont pas encore définitives. Donc, on va avec les normes transversales. Donc, dans son avis technique, l'EFRAG a souhaité mettre fin au débat. Est-ce que les ESRS sont un cadre de conformité ou est-ce que c'est un cadre de Fair Presentation? Et l'EFRAG a dit les ESRS sont bien un cadre de Fair Presentation. Alors, en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objectif de l'état de durabilité, c'est de présenter de manière fidèle les impacts, risques et opportunités, et donc la manière dont l'entreprise les gère. 2, ça veut aussi dire que les ESRS, ce n'est pas qu'un exercice de compliance. 3, ça veut aussi dire qu'il faut que les entreprises, elles présentent les informations qui sont pertinentes et qui respectent les caractéristiques qualitatives de l'information. Et donc, ce principe, il va aussi supposer d'ajouter, si c'est nécessaire, des informations entity spécifiques en plus de ce qui est listé par les normes lorsque ce qui est listé par les normes n'est pas suffisant pour répondre à ce principe de Fair Presentation. Point d'attention quand même, la Fair Presentation, ça ne veut pas dire c'est la porte ouverte à remplacer les indicateurs ESRS normés par des indicateurs alternatifs de performance, donc un petit peu différents, qu'une entreprise jugerait plus pertinent. Et également, dernier point, en pratique, la Fair Presentation, elle va vraiment supposer pour les entreprises de faire un pas de recul, de regarder l'état de durabilité et d'apprécier si on a toute l'information qui est utile à la prise de décision par les utilisateurs. Voilà pour la Fair Presentation. Maintenant, on va regarder un autre sujet important, le sujet du périmètre. Alors, sur le périmètre, on a une idée reçue. On pourrait croire que le sujet du périmètre, ce n'est pas un sujet très important. Le périmètre, ça peut paraître simple. Je fais mon analyse de matérialité sur mes opérations propres et ma chaîne de valeur. Ensuite, je reporte mes indicateurs sur mon périmètre à moi. Et le périmètre de mon état de durabilité, c'est le périmètre de mes états financiers. C'est le même périmètre que celui de mes états financiers. Donc, OK, ça a l'air simple. Est-ce que c'est la fin de la discussion? Pourquoi ça changerait? Eh bien, en fait, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que l'EFRAG avait introduit des complexités dans les normes ESRS 7.1. Donc, ils essaient de les simplifier dans le 7.2. Donc, oui, pour rappel, dans les normes actuelles, le périmètre de reporting, il correspond bien à celui des états financiers consolidés. Mais vous savez qu'ensuite, pour certains indicateurs, comme pour la norme E1 avec les émissions de gaz à effet de serre, l'EFRAG avait introduit ce qu'on appelle une approche additive pour ces émissions de gaz à effet de serre. Ça voulait dire quoi? Que l'entreprise, elle devait prendre en compte, les émissions liées à son périmètre des entités qui sont sous contrôle financier, et ensuite y ajouter
les entités, les actifs sur lesquels elle exerce un contrôle opérationnel. Donc, si je prends un exemple, les émissions d'entreprise mises en équivalence que je n'avais pas attrapées via le contrôle financier, je devais les attraper et les ajouter parce que c'est des entités que j'opère. Donc ça, c'est typiquement dans le secteur du oil and gas, des entités que j'opère. Et donc, cette méthode, elle faisait beaucoup débat parce que j'additionnais des choses. Et donc, cette méthode n'était pas vraiment alignée avec le GHG protocole qui demande de faire soit le contrôle financier, soit le contrôle opérationnel, mais pas d'additionner les deux. Donc, demain, dans les normes simplifiées, l'EFRAG a supprimé cette approche additive et il dit, il faut présenter les émissions de gaz à effet de serre avec le contrôle financier. Voilà, donc c'est le contrôle financier comme étant la base de reporting. Et par ailleurs, on dit qu'on demande aux entreprises de reporter par ailleurs selon le contrôle opérationnel dans certains cas. Et attention, ce n'est pas des émissions qu'on ajoute au total, c'est des émissions qu'on reporte à part selon le contrôle opérationnel tel que défini par le GHG protocole. Et donc, on le fait seulement si le contrôle financier est insuffisant pour décrire les émissions. Voilà. Donc, on est sur le contrôle financier, mais si c'est insuffisant pour décrire les émissions, on récupère cette notion de contrôle opérationnel, mais à part et pas en plus. Donc, on est beaucoup plus proche de la logique GHG protocole et de l'ISSB. Ça, c'était notre point d'attention principal sur le périmètre et c'est surtout important pour certains secteurs, vous l'aurez compris, où on peut être amené à opérer des entités qu'on ne détient pas en intégration globale, comme dans le secteur oil and gas. Autre point d'attention sur le périmètre, l'EFRAG prévoit aussi quelques exceptions au principe du périmètre qu'on vient de présenter. Et par exemple, l'EFRAG a précisé qu'on pouvait exclure de son périmètre des filiales non matérielles. Autre exception qui était un sujet de débat, c'est le sujet des leases. Qu'est-ce que ça signifie cette exception sur les actifs loués ? Dans son avis technique, l'EFRAG a précisé que pour les impacts, risques et opportunités qui sont liés à l'utilisation d'un actif loué, le preneur il doit inclure cet actif dans ses own operations, alors que le bailleur va l'intégrer dans sa chaîne de valeur. Donc, si je résume de manière très basique, quand on est locataire, le locataire il va devoir déclarer les impacts liés à l'utilisation de l'actif loué dans le cadre de ses propres opérations. Donc, par exemple, sur les gaz à effet de serre, donc en scope 1-2. Et pour le bailleur, il va devoir déclarer les impacts dans la chaîne de valeur, donc les émissions de gaz à effet de serre scope 3. En scope 3. Donc, il y a aussi des exceptions sur les joint operations avec la possibilité d'exclure les JO pour lesquels l'entité n'a pas le contrôle opérationnel des indicateurs environnementaux, mais ça, ce n'est pas valable pour la norme E1, la norme climat. Voilà. Donc, on a commencé un peu durement avec ce sujet de périmètre, mais c'était important qu'on le passe. Maintenant, on va revenir au sujet des simplifications sur l'analyse de matérialité. Et Lisa, je te laisse la main avec plaisir. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette analyse de matérialité ? Oui, merci Anne et bonjour à tous. Donc, l'analyse de matérialité, c'était un des chantiers les plus importants de la FRAG sur ce projet de simplification. Ils ont reçu beaucoup de commentaires des parties prenantes et finalement, on a une norme qui était beaucoup simplifiée et on voit deux types d'évolutions. Donc, les premières sont des évolutions qui sont plutôt les clarifications. Donc, comme on a expliqué tout à l'heure, les clarifications, c'est des choses qu'on peut anticiper dès maintenant. Et après, il y a des autres évolutions qui sont plutôt des modifications. Donc, on va séparer les deux. Donc, si on commence avec celle qui peut être appliquée dès maintenant. Le premier, EFRAG a donné la possibilité d'adopter une approche top-down, donc à la place de ou combinée avec une approche bottom-up. C'est plus rapide et quand les conclusions sont évidentes, c'est pas nécessaire de les regarder plus loin. Donc, en pratique, ça veut dire qu'il y a la possibilité de démarrer l'analyse par les thèmes et sous-thèmes. Et après, avec la connaissance de certains facteurs comme la stratégie ou le modèle d'affaires, l'entreprise peut identifier les enjeux matériels. Donc, ce n'est pas nécessaire de partir d'une très longue liste des zéros.
Après, l'EFRAG a clarifié qu'il est possible pour l'entreprise de ne pas évaluer chaque euro ou chaque horizon temporel ou de faire un scoring de chaque euro quand l'entreprise estime que la conclusion, c'est évident. Donc, il n'est pas nécessaire de coter systématiquement chaque critère. Donc, on va éviter ces très, très longs fichiers Excel qu'on a vu l'année dernière dans la première année de reporting. Donc, une autre clarification, c'est lié à les précisions sur la fréquence de la DMA. Donc, quand est-ce que c'est nécessaire de faire l'analyse et après, quand est-ce que c'est nécessaire de mettre à jour? Et là, EFRAG a précisé que ce n'est pas nécessaire de mettre à jour l'analyse chaque année. Chaque année, on va regarder est-ce qu'il y a des changements significatifs et c'est oui. Là, c'est quand il faut les mettre à jour. Donc, ça, c'était pour les clarifications. Et maintenant, si on regarde les modifications. Donc, le premier, c'était EFRAG a introduire un principe des coûts ou efforts excessifs, donc undue cost or efforts. Donc, ça, on va voir un peu plus tard dans la présentation. Une autre modification, c'était la liste des sujets et sous-sujets, donc le fameux AR16. Ce n'est plus obligatoire, ça est devenu volontaire. Et enfin, EFRAG, ils ont aussi ajouté des paragraphes sur les impacts positifs. Donc, par exemple, maintenant, ils ont dit que, OK, les actions pour traiter et corriger les impacts négatifs ou la conformité avec la législation ne sont pas des impacts positifs. Merci beaucoup, Lisa, pour ces informations. Donc, on a bien entendu qu'il y avait, en fait, sur l'analyse de matérialité, beaucoup de choses qui sont des simplifications, mais finalement, c'est des clarifications, donc elles peuvent tout à fait être appliquées dès maintenant. Et ensuite, on a plutôt des choses qui sont de l'ordre de modification et qui sont intéressants de noter. Je reviens juste sur un point que tu as évoqué, qui était la mise à jour des analyses de matérialité chaque année. Donc, on n'est pas obligé de refaire l'analyse de matérialité chaque année. En revanche, il faut bien la mettre à jour chaque année s'il y a des changements significatifs. Voilà. Alors, pour ceux qui suivent et qui ont lu ces nouvelles normes, projets de normes, ils ont envie de nous dire, avec Lisa, vous n'auriez pas oublié quelque chose? Alors oui, en effet, il y a un autre sujet majeur, et donc on peut passer au slide suivant, qui est le sujet qui porte le petit nom du sujet grosse net. Alors maintenant, il ne faut plus parler grosse net, donc analyse de matérialité en brut ou en net, il ne faut plus parler de ça. Parce que c'est plus les termes, enfin, c'est pas les termes utilisés. Mais donc, l'EFRAG a précisé dans les projets de normes comment prendre en compte les actions de prévention, d'atténuation et de remédiation dans l'évaluation des impacts négatifs. Et donc, que propose l'EFRAG? L'EFRAG, il propose maintenant d'apprécier la gravité, la probabilité d'occurrence des impacts négatifs potentiels en tenant compte uniquement des politiques et des actions qui sont mises en place, mais seulement pour celles qui réduisent efficacement la gravité ou la probabilité d'occurrence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Une fois qu'on a dit ça, on comprend que finalement, il va y avoir un jugement à exercer pour identifier les actions à prendre en compte dans une vision nette. Voilà. Et on comprend aussi qu'il y a un autre paragraphe très important. Pourquoi? Parce que finalement, l'EFRAG est venu rajouter une espèce de voiture-balai à la fin qu'ils ont rajouté et qui dit quoi? Il dit que si les informations sur les impacts et sur la manière dont ils sont gérés peuvent être pertinentes pour la prise de décision des utilisateurs, alors il faudra en tenir compte indépendamment de l'efficacité des actions mises en place. Donc, pour illustrer ça, l'EFRAG avait donné un exemple dans une réunion publique. Ils avaient cité l'exemple d'une entreprise du secteur oil and gas en disant que dans ce secteur, avec une telle activité, les utilisateurs de l'état de durabilité, ils pouvaient s'attendre à avoir des informations, par exemple, sur la santé et la sécurité des salariés. Et donc, même si l'entreprise a mis en œuvre des actions de prévention très, très efficaces, eh bien,
on s'attend quand même à trouver des informations sur les conséquences potentielles des impacts et puis surtout sur les actions et politiques qui sont mises en place dans l'entreprise. Donc attention à ces paragraphes voiture-balai que vous avez à la fin, qui viennent quand même apporter un éclairage particulier et surtout mettre de l'emphase sur la notion d'information qui aide à la décision des utilisateurs. Donc, on voit que sur ce sujet, on aura besoin de jugement et de transparence. Et on vient donc de terminer la partie analyse de matérialité. Donc, on va pouvoir passer à la partie matérialité de l'information. Donc, Lisa, je te laisse réexpliquer l'esprit et la logique. Merci. Oui, donc vous savez qu'il y a 2 niveaux de matérialité. On a notre analyse de matérialité et après, il y a le filtre de matérialité de l'information. Donc, vous savez, il faut communiquer les informations qui sont matérielles pour les utilisateurs. Si une information n'est pas matérielle, l'entreprise n'a pas à la publier. Ce principe, appelé le filtre de matérialité de l'information, est désormais applicable à l'ensemble des normes ESRS, dont la norme ESRS 2. Donc là, il y a un point d'attention. L'EFRAG a précisé que les informations demandées par ESRS 2 sont considérées comme fondamentales et donc ont de fortes chances qu'elles soient matérielles. Ensuite, l'EFRAG a apporté des précisions sur la notion d'information matérielle. Une information est matérielle si elle a une influence sur la décision des utilisateurs. Et là, l'EFRAG a précisé 2 groupes d'utilisateurs. Il y a les principaux utilisateurs des rapports financiers à usage général, par exemple les investisseurs ou les banques, et il y a des autres utilisateurs des rapports de durabilité à usage général. On ne va pas détailler davantage, mais le point à retenir, c'est qu'il s'agit des groupes et non un utilisateur individuel. Donc là, le point à retenir que mentionne Lisa, finalement, c'est oui, on a 2 groupes d'utilisateurs et donc on est plutôt sur des groupes d'utilisateurs et pas sur un utilisateur individuel, un utilisateur isolé. Donc, sans transition, on va pouvoir passer au slide suivant. On va passer à la partie que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est la partie relief ou la partie allègement. Et j'ai dit tout à l'heure que c'était certainement la partie la plus importante et la plus structurante en termes de simplification. Déjà, quand on parle des reliefs, on parle donc des allègements. Et ensuite, vous verrez que dans une autre partie tout à l'heure, on vous détaillera aussi ce qu'on appelle les dispositions transitoires, qui donnent de la progressivité aux entreprises avec des dispositions de report ou en tout cas d'années où on n'a pas à faire des choses. Donc, il y a bien des allègements qui sont disponibles de façon permanente et sous condition. Et donc, notamment, ces allègements, ils sont assortis de conditions, vous le verrez, hein, et de demandes de transparence et surtout d'une attente d'amélioration continue. Alors, ces allègements, on ne va pas faire durer le suspense plus longtemps, mais je parle évidemment de la notion de undue cost or effort. On parle des allègements, on y reviendra après, vous verrez, sur les mouvements de périmètre avec les acquisitions-cessions. On parle des allègements lors de calcul d'indicateurs avec des exclusions possibles, etc. Je le redis tout à l'heure, vous avez entendu qu'il y a certaines parties prenantes qui posent des questions sur l'étendue des reliefs et notamment sur des reliefs qui sont posés sans limite de temps. Donc, voilà. Donc, si on se concentre sur la notion d'allègement de undue cost or effort, donc allègement pour coût ou effort excessif en pratique, enfin, c'est ce dont vous avez besoin, hein. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'une entreprise, elle est tenue d'utiliser des informations raisonnables et étayées et disponibles sans coût ou effort excessif. Ok, donc ça on comprend. Et le premier point important quand on lit ça, c'est que c'est une notion très large et sous condition. Donc cette notion, elle est encadrée par un certain nombre de cas qui sont énumérés dans la norme. La notion de undue cost or effort, on la retrouve dans le cas lorsqu'une entreprise identifie les enjeux matériels, lorsqu'elle définit le périmètre de la chaîne de valeur, lorsqu'elle élargit
les informations à fournir sur la chaîne de valeur, lorsqu'elle prépare des indicateurs et lorsqu'elle prépare des informations liées aux effets financiers actuels et anticipés. Donc, une fois qu'on a dit ça, la question suivante, c'est quels sont les facteurs qui constituent un undue cost or effort? Alors, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler de ce sujet, mais la norme, elle précise quand même que 1, ça va dépendre des faits et circonstances propres à l'entité, 2, qu'il va falloir trouver un équilibre entre le coût pour l'entreprise et les bénéfices de l'information pour les utilisateurs, 3, qu'il va falloir avoir une réévaluation périodique pour qu'à chaque période, on vérifie si ces informations, elles relèvent toujours du cadre undue cost or effort, et surtout qu'il y a aussi une démarche d'amélioration progressive qui est attendue, parce que finalement, la disponibilité des données, elle est supposée augmenter avec le temps. La norme, elle énumère aussi des facteurs pour aider à faire le jugement de ce undue cost or effort. Elle cite notamment la taille de l'entreprise, les ressources disponibles, la préparation technique, la complexité de la chaîne de valeur. Donc, l'idée, c'est quand même que tout ça, c'est pas une grande porte ouverte, même si c'est une réelle simplification. Et l'idée, c'est que ça reste encadré avec ce que j'ai évoqué. Ensuite, on passe au sujet d'après. On a une flexibilité qui est introduite en termes d'allègement pour l'identification des impacts, risques et opportunités liés à la chaîne de valeur. Pourquoi ? Parce que finalement, auparavant, il y avait une espèce de hiérarchie entre la collecte directe des données et les estimations. Cette hiérarchie, elle disparaît. D'accord ? On peut aller au slide suivant. On a l'allègement sur les acquisitions et les cessions. Donc, désormais, dans ces projets de normes, on prévoit que c'est possible de reporter à l'exercice suivant l'inclusion d'une filiale acquise. Donc, aussi bien d'ailleurs, attention, pour le périmètre de reporting que pour l'analyse de double matérialité. Et c'est la même logique pour une filiale cédée. La filiale cédée, elle va pouvoir être exclue du périmètre au cours de la période de reporting. D'accord ? Donc, on reporte sans la filiale cédée dès le 1er janvier. Et donc, il y a aussi d'autres allègements pour le calcul des indicateurs, j'en ai parlé. On a la possibilité d'exclure d'un indicateur donné certaines activités non significatives. Mais attention, là aussi, c'est sous condition, car le sujet essentiel, ça va être est-ce qu'on va exclure une activité qui constitue un driver important d'impact, de risque ou d'opportunité lié à cet indicateur. Donc, il y a quand même des vérifications à faire. Et est-ce que cette omission, elle ne va pas nuire à la pertinence de l'information ? Ensuite, autre allègement, toujours sur les indicateurs, on a la possibilité de présenter des indicateurs sur un périmètre partiel. J'en ai parlé tout à l'heure parce que ça s'inscrit aussi dans le cadre undue cost or effort. Et ça, attention, ça concerne tous les indicateurs, mais pas les émissions de gaz à effet de serre. Et uniquement lorsque l'entreprise, elle dispose de données fiables sur une partie du périmètre. Donc, attention, c'est pas la porte ouverte à tout, à nouveau, et l'entreprise, elle doit toujours expliquer les actions mises en place pour améliorer la couverture du scope de l'indicateur. Et encore autre allègement pour les indicateurs environnementaux sur les opérations conjointes, j'en ai parlé tout à l'heure. Ce point il permet d'exclure du périmètre les opérations conjointes pour lesquelles l'entité n'a pas le contrôle opérationnel. Donc ça, c'est pas valable pour la norme climat E1. Et ça avait fait beaucoup de débats parce qu'on mélangeait des notions de contrôle financier et de contrôle opérationnel, mais je ne vais pas m'étendre. On va terminer ici la partie allègement. On va revenir après en détail sur ce que j'appelle les dispositions transitoires, les phasing in, et les allègements sur les effets financiers, notamment les effets financiers anticipés. Là, je te laisse la parole, Lisa, pour nous faire un point de focus sur la partie simplification qui concerne, 1, la structure des normes, et 2, les simplifications qui concernent la structure de l'état de durabilité. Oui, donc si on regarde d'abord la structure des ESRS, donc c'était modifié et ça améliore la lisibilité des normes. Donc, par exemple, on a les Application Requirements, les AR, qui étaient remontés dans le cours de texte. Et maintenant, un AR, il suit directement le DR. Après, tous les disclosures volontaires ont été supprimés et des compléments au DR de ESRS 2 dans la norme thématique ont été supprimés pour éviter des doublons. Après, on a noté que les NDR ont été remplacés par les General Disclosure Requirements, donc les GDR, qui sont moins granulaires. Donc, ensuite, si on regarde les modifications de
l'état de durabilité. Donc, ça, c'est le plus important ici. Et EFRAG, ils ont clarifié que c'est possible pour les entreprises d'inclure une executive summary, donc un résumé des messages clés des zéro matériels, et aussi que c'est possible de transférer des informations en annexe. Donc, par exemple, pour le reporting de taxonomie, ou on peut mettre en annexe les informations très granulaires ou des informations supplémentaires qui ne sont pas matérielles. Donc, ça permet un peu plus de flexibilité dans la préparation de l'état de durabilité. Alors, merci beaucoup, Lisa. Donc, après la structure, on peut parler des effets financiers. Alors, on a effectivement les effets financiers actuels et les effets financiers anticipés. Vous vous souvenez peut-être, dans le projet de norme soumis à consultation, l'EFRAG avait proposé 2 options sur lesquelles elle sollicitait des retours sur les effets financiers. Et donc, finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'EFRAG a maintenu l'obligation de publier à la fois des informations qualitatives et quantitatives sur les effets financiers actuels et anticipés, mais il y a des allègements supplémentaires qui sont introduits, qui sont détaillés sur le slide et qui permettent, dans certains cas, de ne pas fournir ces informations. Et je ne vais pas davantage détailler. Vous avez toutes les informations sur le slide. C'est un autre point important, c'est que l'EFRAG a aussi précisé que c'est possible de présenter des fourchettes de montants plutôt qu'un montant précis. Et ça, c'est par exemple pour les effets financiers actuels et anticipés, ou même d'ailleurs pour tout ce qui est information relative aux ressources financières futures, pour la mise en œuvre des actions. Donc, en pratique, c'était déjà des approches qu'on voyait et qui étaient adoptées par beaucoup d'entreprises. Maintenant, on va pouvoir passer aux mesures de progressivité. Donc, ça, c'est quand même très important. On peut passer au slide suivant. L'EFRAG a ajouté des dispositions transitoires en plus de celles qui sont prévues pour la vague 1. Alors, je rappelle évidemment qu'on a le dispositif Quick Fix qui demeure applicable. Il n'est pas détaillé sur ce support, mais vous verrez que donc, sur les prochains slides, on a fait une synthèse dans le détail de toutes les mesures transitoires qui sont incluses dans le projet des normes ESRS simplifiées. Alors, on va passer ces slides une par une et vous aurez le détail. Et n'hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs PwC habituels si jamais vous avez besoin de récupérer les PDF. Donc, voilà. L'EFRAG traite donc spécifiquement du cas des entreprises de la vague 1. Vous le voyez sur ce slide. En revanche, non, on peut revenir au slide juste avant là. En revanche, vous voyez que l'EFRAG laisse à la Commission européenne le soin de déterminer les dispositions transitoires les plus appropriées pour les entreprises hors vague 1, donc pour les entreprises de vague 2, c'est-à-dire celles qui vont rester en dessous des seuils et qui n'ont pas encore appliqué les ESRS. Et donc, quelles dispositions transitoires supplémentaires pour les entreprises vague 1 ? Vous verrez qu'elles peuvent omettre des informations quantitatives sur les effets financiers attendus pour les exercices 2027 à 2029 inclus. Attention, cette disposition transitoire-là, elle n'est pas applicable à certains paragraphes de la norme E1, climat, et donc notamment, il n'y a pas de disposition transitoire pour ce qui est des disclosures relatifs aux actifs à risque physique et à risque de transition qui devront être reportés avant. Donc ça, c'est vraiment un point à noter. Autre disposition transitoire à noter sur les informations quantitatives. Donc, on a de la progressivité donc, sur les informations quantitatives qui sont liées au SOC, donc les Substances of Concern, avec du coup la possibilité de ne pas reporter ces informations quantitatives pour les exercices 2026 à 2029 inclus, évidemment parce qu'il y a des difficultés pour quantifier ces substances. Voilà. Donc, ensuite, on va pouvoir passer là, les petits slides orange qui sont là pour information et qui permettent de vraiment synthétiser l'ensemble des dispositions transitoires qui existent. Et on va pouvoir aller au slide gris qui est, pour terminer sur les normes transversales, d'autres informations sur ESRS 1 que je ne vais pas détailler non plus, mais qui vous permettent quand même d'avoir un aperçu. Alors, on voit qu'il y a l'ajout d'un paragraphe pour les informations comparatives pour venir dire que finalement, on a une entreprise qui sera plus tenue de réviser forcément tous les chiffres comparatifs au regard des nouvelles informations reçues. Donc, il faudra vraiment clarifier ces modalités d'application-là.
que le niveau d'agrégation et de désagrégation des informations, il va vraiment dépendre et donc les informations publiées, elles doivent être désagrégées au niveau qui fournit les informations les plus pertinentes aux utilisateurs, donc ça donne de la flexibilité. Sur la confidentialité, on renvoie plutôt, alors l'EFRAG propose d'énoncer un principe général de possibilité d'omettre les informations lorsque la publication elle n'est pas permise par la réglementation. Mais surtout, en fait, c'est la directive Content qu'on a présentée tout à l'heure qui compte sur ces cas d'omission. Les normes sectorielles, elles ont été abandonnées, mais vous voyez bien qu'on n'a plus de référence aux normes sectorielles européennes. En revanche, l'avis technique fait bien référence pour les informations entity spécifiques à la recommandation de s'appuyer sur ce qu'on appelle les orientations sectorielles, par exemple, de l'ISSB, avec les normes SASB, comme étant une base pour développer ces informations spécifiques. Donc ça, c'est un premier lien. Et deuxième lien, vous l'avez entendu, qu'il y a quand même des guidance sectorielles volontaires qui sont envisagées dans la directive Content, et donc c'est un sujet qu'il faudra suivre. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est que ensuite, on vous a mis des informations sur la norme ESRS2 que je ne vais pas détailler parce qu'elles ne sont pas majeures, donc le slide suivant. Et ensuite, on va vous dire un petit mot sur la norme E1, donc sur les sujets climat, si on va au slide suivant. On a tout un point sur le plan de transition, donc avec la notion de key features qui est introduite. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on va encourager les entreprises à recentrer leur reporting sur les caractéristiques clés du plan de transition et en faire une sorte d'executive summary qui va permettre d'avoir une vision consolidée et de comprendre immédiatement en quoi l'entreprise, elle démontre sa compatibilité avec la transition. Donc, ça permet en fait de planter le décor dès le début et d'expliquer les points forts et les limites du plan de transition. Ensuite, sur les targets, il y a une modification assez importante qui concerne les cibles et plus particulièrement les institutions financières avec une exemption qui a été introduite qui leur permet d'indiquer certaines cibles, non pas en absolu, mais en intensité pour les émissions de gaz à effet de serre de scope 3 catégorie 15 et sous conditions. Il y a aussi un dernier point à retenir, peut-être le fait ça semble important malgré tout, l'EFRAG a maintenu les notions de compatibilité avec 1.5 et les notions de net zéro qui sont maintenues. Voilà. Donc, concernant le périmètre, je ne vais pas rentrer davantage dans les détails. Vous avez bien entendu tout à l'heure le sujet sur le contrôle financier et le contrôle opérationnel, je ne reviens pas dessus. Et également sur mon caveat sur les dispositions transitoires introduites pour les entreprises de la vague 1 avec les effets financiers anticipés qui ne concernent pas certaines informations de la norme climat et notamment, attention, qui ne concernent pas les actifs exposés aux risques physiques et de transition. Donc maintenant, Lisa, je te laisse quelques minutes pour nous faire un bref aperçu des normes Other E. Oui, merci. Donc, si on passe au slide pollution, je pense que c'est OK. Donc, oui, encore, faute de temps, on ne va pas détailler. Vous avez l'information dans les slides. Ici, on a juste voulu souligner trois points. Un pour le reporting de pollution de l'air, de l'eau et du sol. Les seuils de EPRTR ont été supprimés et remplacés par un principe de matérialité. Après, pour les microplastiques, il y a maintenant une distinction entre les primary microplastics et secondary microplastics. Et le truc important, c'est que c'est pour les microplastiques secondaires, ce n'est plus nécessaire de fournir une information quantitative. Après, sur le troisième point, c'est le substance of concern and very high concern. Et là, maintenant aussi, il y a une distinction entre les fabricants, formulateurs, importateurs et utilisateurs. Et pour les utilisateurs, ils doivent déclarer les informations que pour les substances of very high concern. Et après, comme Anne a mentionné plus tôt, il y a un nouveau transitional period pour les substances of concern. Après, si on passe à la prochaine slide,
on ne va pas passer beaucoup de temps. Ici, dans l'eau, EFRAG, ils ont supprimé le Marine Resources parce que c'est couvert par des autres normes. Si on passe à la prochaine, biodiversité, on a voulu souligner que maintenant, le plan de transition, c'est obligatoire, mais seulement si l'entreprise, ils ont un plan et ils ont rendu public les caractéristiques clés de ce plan. Et après, sur E5, c'était une norme qui était beaucoup simplifiée. Pour les resource inflows, maintenant, on a une idée de les matériaux clés et aussi critical raw materials and strategic raw materials. Donc là, c'est important de savoir que maintenant, pour les metrics, c'est nécessaire de fournir une information que pour les matériaux clés. Et sur les outflows aussi, on a un principe de produits clés. Et donc, c'est nécessaire de fournir les metrics. Par exemple, sur la réparabilité et la durabilité, on peut fournir une information qualitative ou quantitative pour les produits clés. Donc ça, c'était juste un bref aperçu des normes environnementales et je passe à Anne pour les normes sociales. Merci Lisa. Alors déjà, pour les normes sociales, concernant la norme S1, l'EFRAG a globalement maintenu les disclosure requirements et l'esprit de la norme, mais l'EFRAG a vraiment beaucoup réduit le nombre de data points et la granularité. Donc les principaux changements, je vais en citer que certains. Vous vous rappelez que pour la ventilation du nombre total de salariés et ils ont modifié les seuils de détermination des pays significatifs, donc pour cette ventilation du nombre total de salariés et pour la présentation des informations sur la négociation collective et le dialogue social. Donc maintenant, c'est les 10 plus grands pays comptant chacun au moins 50 salariés versus dans le 7.1. Aujourd'hui, les normes actuelles, c'est la présentation des pays qui comptent chacun au moins 50 salariés et qui représentent au moins 10% de l'effectif total. Ensuite, un autre sujet important, c'était les salaires décents. Ça a été beaucoup débattu. Veuillez noter que la hiérarchie a été revue pour les salaires décents dans les pays qui sont situés en dehors de l'Union européenne. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la référence, dans tous les cas, elle doit être alignée sur les principes d'ILO, de l'estimation d'un living wage. Maintenant, sur l'écart de rémunération gender pay gap, il faut noter qu'on maintient l'exigence de présenter cet indicateur non ajusté au niveau consolidé, mais l'EFRAG précise qu'on peut quand même présenter un écart avec un indicateur ajusté par catégorie de salariés ou par pays, mais c'est une information en plus, donc c'est une information qui ne remplace pas l'indicateur officiel. Voilà, on vous a mis ici sur le slide d'après les autres changements sur S1. On peut notamment citer les informations qui sont relatives aux non-employés, c'est des informations qui sont simplifiées avec l'ajout d'éléments méthodologiques, etc. Je ne vais pas les détailler, on va passer au slide d'après. Vous voyez que sur les autres normes sociales, elles ont aussi été simplifiées, mais il n'y a aucun changement majeur qui nécessite d'être abordé en détail. Et concernant la norme G1, on vous a mis les éléments sur le slide et vous noterez notamment que l'EFRAG a supprimé l'indicateur lié au délai moyen de paiement. En revanche, il y a quand même des précisions sur des informations à fournir concernant les PME et notamment la description des conditions de paiement applicables aux PME qui sont requises si jamais ces conditions diffèrent de celles généralement appliquées. Donc, je vais passer la parole. On va démarrer notre partie opérationnelle parce que là, on vous a quand même fait une description approfondie du décryptage de ces normes EFRAG simplifiées. La question que vous avez tous, c'est j'ai compris qu'il y avait 3 populations et c'est important de distinguer les enjeux opérationnels pour ces 3 populations. Donc, je suis accompagnée de Marion Horry et de Anne Parenti. Marion va donc traiter la partie pour les entreprises qui ont déjà appliqué la CSRD et prenons le temps de le faire correctement. Et ensuite, Anne Parenti vous décrira les enjeux opérationnels pour les entreprises, 1, qui n'ont pas encore appliqué mais qui sont dans le scope, et 2, pour celles qui ne sont pas dans le scope et qui ont donc des enjeux de reporting volontaire. Donc Marion, je te laisse la parole sur la première population.
Merci Anne. Donc peut-être pour commencer, un petit rappel que tu as déjà fait en début de présentation, mais simplement pour vous indiquer ce qu'on présente aujourd'hui, ça n'a pas pour but de reprendre tout ce qu'on vous a partagé comme levier ou comme axe de travail lors de notre journée des reporting, mais bien de vous présenter quels sont les potentiels impacts opérationnels de content et plus largement un petit peu du paquet Omnibus sur la clôture 2025 et sur les prochaines clôtures. Donc si on s'attarde un petit peu sur la clôture 2025, donc dans laquelle beaucoup d'entre vous sont plongés d'ores et déjà. Tout d'abord, un point de constat, c'est que tout au long de l'année, ce qu'on a remarqué, c'est que dans un environnement qui était très incertain, les groupes de la vague 1 se sont plutôt concentrés sur des sujets qui sont clés pour eux dans leur stratégie, etc., et qui étaient les moins susceptibles de changer dans le cadre des standards simplifiés, ou alors des sujets sur lesquels ils n'étaient peut-être pas tout à fait conformes lors de la première année de reporting et ils s'étaient engagés à développer les travaux là-dessus. Donc, ils ne sont pas restés immobiles. En revanche, il y a une certaine priorisation sur certains sujets, mais ils restaient dans l'attente que les discussions avancent, que les sujets aboutissent pour avoir une vision plus fixe et stable des exigences une fois les simplifications validées. Donc ça, c'est un premier point de contexte et de constat. Ensuite, un point plus général qui n'est pas forcément complètement issu d'Omnibus, mais qui est aussi impacté par Omnibus. Le fait qu'on est dans une année 2, par définition, va impliquer la présentation de comparatifs et de narratifs et d'explications des variations. Donc, ce qui est important sur cet état de durabilité des vagues 1 pour la deuxième année, c'est de pouvoir, au-delà de la conformité, avoir une lecture claire des évolutions et des variations de l'année 2025 et de pouvoir donner une compréhension sur la performance de l'entreprise en matière de durabilité lors de cette année. Donc, quand même impacté par Omnibus. Pourquoi ? Parce qu'on l'a dit, la directive Stop the Clock et Quick Fix ont permis de pouvoir prolonger les mesures de progressivité, ce qui est une option que beaucoup de groupes ont choisie et donc sont restés à isopérimètre par rapport à l'année passée, ce qui permet réellement une comparabilité du coup de l'année 2024 avec l'année 2023. Et donc, pas de nouveaux indicateurs à reporter pour la première année en 2025. Et donc, pour finir, en termes d'impact d'Omnibus et plus précisément de content qui fait l'objet de ce webcast, ce qui vous a été présenté, c'est donc bien ce qui peut être appliqué dès 2025. Ce sont ce qui fait l'objet de clarifications, et donc non pas les modifications, mais bien les clarifications, qui ont été évoqués un peu plus tôt à la fois par Axel, par Lisa, par Anne. Et donc, notamment, on vous rappelle quelques points sur la DMA, des options concernant la structure de l'état de durabilité avec les annexes, les résumés, etc., ou alors l'option d'agréger certaines données et pas uniquement d'être en miroir de la manière dont sont rédigées les normes du 7.1. Et ça, plusieurs groupes avaient choisi de le mettre en œuvre dès la première année, d'autres le font pour la seconde année, ou alors la présentation de points clés au niveau du plan de transition. Donc, ces encore une fois, ce sont les clarifications. Elles sont assez limitées, puisqu'on vous rappelle que les exigences applicables pour tous les groupes de vague 1 pour cette clôture 2025 sont bien celles du 7.1 et que c'est bien ce 7.1 qui est, l'application de ce 7.1 qui est revue par les vérificateurs. En revanche, maintenant, si on regarde un petit peu pour le futur, si le calendrier présenté un peu plus tôt et la validation du set simplifié qui est attendu pour le Q2 2026 c'est bien confirmé, donc on attend la confirmation, mais cela va permettre quand même au groupe de vague 1 d'aborder le post-clôture 2025, donc le début de 2026, avec quand même un peu plus de stabilité et de sérénité que l'an passé, et donc de pouvoir, d'une part, potentiellement appliquer volontairement dès 2026 le nouveau set de normes simplifiées, et d'autre part, quoi qu'il arrive, d'avoir une vision claire sur quoi travailler sur l'ensemble du processus de production et de fiabilisation de la donnée sur un périmètre qui ne devrait plus bouger à court terme. Donc, quand on parle de processus de production et de fiabilisation de la donnée, on parle de l'automatisation de la collecte des données, de la formalisation d'un processus complet qui inclut aussi la définition du contrôle interne et les réflexions sur les outils
couvrant l'ensemble du coup des informations à reporter au sein de l'état de durabilité. Et enfin, la possibilité de continuer les efforts sur l'ensemble du fond de la forme de l'état de durabilité, avec des sujets qu'on a déjà aussi évoqués lors de la journée des reporting, mais de lien avec la stratégie, de lisibilité, maintenant de rationalisation aussi avec la simplification des normes, et puis le travail sur la robustesse et la crédibilité des politiques, des actions et des cibles. Tout ceci, ces 3 points présentés, ce sont des points qui peuvent s'étendre sur 2026. C'est pour ça qu'au et suivante, en effet, quand on parle d'outillage, de processus complet, etc., ça peut prendre un peu plus de temps pour être complètement mature. Mais tout ceci, à notre sens, a deux objectifs à terme. Le premier, c'est un processus pouvant être reproduit de manière récurrente, donc, sauf événement particulier de la période, mais donc à l'image de ce qui se fait sur le processus d'établissement des états financiers. Et le second objectif, d'aboutir à un état de durabilité qui permette le suivi de la mise en œuvre des actions d'une année à l'autre et la présentation de l'avancement de l'entreprise sur ces sujets clés. En d'autres termes, un document ou un reporting qui soit certes conforme à un jeu de normes, mais qui permette aussi une lecture de la performance en matière de durabilité claire pour les parties prenantes externes et qui puisse être un outil de pilotage de cette performance pour les besoins internes. Et je m'arrêterai là pour les impacts sur ces clôtures. Donc, merci Marion pour cette première explication donc, pour la première population. Et donc maintenant, Anne, est-ce que tu peux nous donner les recommandations pour les ex-vague 2 pour se préparer à la CSRD et donc pour celles qui restent, enfin qui seront dans le scope et dans un deuxième temps pour celles qui ne seront pas dans le scope en fait. Oui, merci Anne. Donc, comme tu l'as expliqué, hein, l'horizon, c'est bien éclairci pour les entreprises hors de la vague 1 et donc on peut les organiser en 2 groupes. D'une part, les entreprises qui vont faire à la fois plus de 450 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui ont plus de 1000 salariés et qui ont donc 1 an ou 2 ans pour se préparer à la publication de leur premier état de durabilité. Donc ça, c'est la partie gauche du slide. Et d'autre part, les entreprises qui, elles, ne sont pas dans le scope et qui restent donc dans une démarche volontaire. Dans les 2 cas, après la phase d'attente qu'on a vécue jusque début 2026, cette année, ça va être l'année de l'action, l'année de la structuration pour ces entreprises, donc avec la structuration du document, des sujets clés, des chantiers prioritaires pour les entreprises qui s'apprêtent à publier, et le choix d'une publication volontaire pour les secondes, mais aussi pour les premières en attendant l'obligation réglementaire. Donc 2026, année de l'action, mais dans quel ordre ces actions? Comment on va tirer profit de l'expérience des vagues 1? On vous propose ici un calendrier pour les 2 prochaines années et ce calendrier, il va pouvoir s'adapter à votre avancement selon que vous aviez ou non une DPEF. Donc ici, vous le voyez, on a matérialisé une année 2026 vraiment tournée vers la structuration du futur état de durabilité et 2027 plutôt autour du déploiement et de l'approfondissement du contenu du reporting. Si on zoome sur 2026, on a placé en premier lieu la double matérialité. Vous le savez, c'est un exercice clé. Ça reste une entrée incontournable à la préparation du rapport pour pouvoir parler des bons sujets, des sujets stratégiques. Concrètement maintenant, les entreprises qui restent dans les seuils de la CSRD, elles ont pour une grande majorité déjà fait leur exercice, soit en 2025, soit même dès 2024. Donc pour cette année, l'objectif va plutôt être de le revoir, je dirais, à froid, à la lumière du benchmark des premières publications, du retour de parties prenantes qui auraient pu être consultées en 2025 et de s'assurer que cet exercice de double matérialité, il est toujours pertinent, que ce soit en termes de sujet qu'en termes de rédaction et de suivi des IRO. C'est donc normalement un exercice de revue qui sera à partager avec tous les contributeurs aux étapes ultérieures de rédaction et de préparation, que ce soit côté environnement, ou côté équipe ressources humaines. La bonne pratique, vous le savez, c'est aussi de présenter l'exercice pour le faire valider par la gouvernance. Donc, une fois que les sujets sont bien ancrés, que la gouvernance liée à chacun des volets de l'état de durabilité elle est précisée, il faut maintenant identifier les sujets qui vont nécessiter le plus d'efforts de la part des entreprises pour les mettre sur le haut de la pile.
C'est donc le bon moment pour reprendre ce qui vient de vous être présenté par Anne, par Axel et par Lisa sur les ESRS simplifiés, pour pouvoir déterminer les écarts avec vos données existantes. Et on va dire que selon le dimensionnement de votre équipe, l'objectif va être de traiter entre 2 et 3 thématiques matérielles sur les dimensions à la fois politiques, actions, cibles et métriques, de manière à pouvoir les intégrer progressivement dans un premier rapport synthétique qui porterait sur ces sujets et dont on élargirait le contenu ensuite. Sans surprise, les sujets qu'on va retrouver en priorité pour les entreprises non cotées, ce sont donc les effectifs de l'entreprise, la norme S1, ainsi que le climat, avec le sujet du plan de transition qui peut mobiliser de manière assez significative vos équipes quant à sa préparation, quant à l'identification des leviers, éventuellement des soumissions SBTI. Le premier draft de rapport qui résulte de ces travaux, c'est un rapport ESRS synthétique, partiel. Si on peut revenir juste sur le slide précédent, il ne sera pas nécessairement publié, mais il permet de mener un premier exercice de collecte et de rédaction à blanc. J'insiste sur ce point parce que vous le savez, la partie qualitative, elle a une part importante dans le rapport et il faut vraiment anticiper à la fois la collecte, la pertinence de ces informations, la revue et la rédaction de ce volet qui va être vraiment le liant de l'ensemble du rapport. Donc voilà pour 2026, ça fait déjà un programme assez riche. Et 2027, là, on va plutôt se concentrer sur le déploiement et l'approfondissement des sujets. Donc à la fois les sujets traités qui vont s'étoffer sur les sujets matériels qui n'avaient pas été priorisés. Et c'est aussi l'année de la consolidation avec un travail sur les données quantitatives qu'on va rendre plus robustes, structurer le contrôle interne. Pour les plus matures, pourquoi pas commencer à déployer le dispositif d'audit interne de l'information durabilité. Le périmètre, qui peut nécessiter d'être étendu pour pouvoir être vraiment aligné avec le périmètre du reporting financier. Et comme je le disais tout à l'heure, les thématiques couvertes qui vont venir s'étoffer. Voilà pour ce calendrier. Maintenant, si on regarde un petit peu le retour d'expérience en fait, des publications 2025, et là, on peut revenir encore sur le slide précédent, s'il vous plaît, merci. On a identifié 3 facteurs clés de succès qui sont issus du retour d'expérience des premières publications et qui vont pouvoir s'appliquer pour vous, groupe qui préparez votre premier rapport. Le premier facteur important, à notre avis, c'est un pilotage rapproché du projet. Ce projet, il est stratégique, il va donc nécessiter une attention accrue de la gouvernance aux points d'étape clés, que sont la double matérialité, la définition du périmètre, le plan de transition, le choix des indicateurs spécifiques de l'entité et la structure de l'état de durabilité. Ça nécessite également de bien impliquer votre auditeur au fil de l'eau, parce que c'est plus efficace, parce que ça sécurise ces étapes clés. Et un point sur lequel j'insiste vraiment, c'est définir clairement les rôles et responsabilités de la direction financière, de la direction RH, de la direction RSE et des responsables des IRO au fil du processus. C'est-à-dire dès la phase d'analyse de double matérialité jusqu'à la rédaction de l'état de durabilité. Deuxième levier qui nous semble important, c'est le travail sur la donnée. Ici, on parle de la donnée au sens large, donc la donnée quantitative, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pas négliger la donnée qualitative, il faut bien l'anticiper. Elle n'est pas systématiquement, voire pas souvent, intégrée dans les outils de reporting. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler assez en amont. Au cours de cette année 2026, vous allez structurer la donnée. Vous allez prendre des options, vous allez mettre en place des processus, pensez à bien documenter vos prises de décision pour pouvoir demain contrôler ces nouveaux processus que vous mettez en place. Et puis, dernier point, c'est un exercice à blanc qui vous permet d'identifier des éventuels problèmes de qualité et de définir votre feuille de route sur le contrôle interne. Troisième levier également important, et on l'a beaucoup vu sur les premières publications, si le rapport de durabilité est un rapport réglementaire, il n'en reste pas moins qu'il doit refléter l'identité de votre entreprise. Ça veut dire qu'on doit y retrouver le lien avec la stratégie, qui vient se diffuser dans ce rapport de durabilité. Ça veut dire que si vous aviez déjà une DPEF, appuyez-vous sur ce document qui présente déjà certaines informations,
notamment le modèle d'affaires, la chaîne de valeur, le lien avec la stratégie d'entreprise. Et n'hésitez pas à vous éloigner un petit peu de l'exercice de conformité, puisqu'il vaudra mieux travailler la crédibilité de ce que vous écrivez et de vos plans d'action, plutôt que de cocher l'ensemble des cases des disclosures. Dernier point, veillez à la cohérence entre le rapport et les autres communications en matière de durabilité qui peuvent exister sur le site internet de la société ou dans des rapports ad hoc. Donc voilà, on a passé en revue la situation des groupes qui sont soumis à la CSRD. Il nous reste maintenant, et on peut passer au slide suivant, une dernière catégorie d'entreprises, celles qui ne sont pas dans le scope de la CSRD, mais qui font le choix de produire un rapport de manière volontaire. Donc, pour ces entreprises, maintenant, quels sont les éléments qu'elles vont devoir garder en tête? On peut avancer sur le slide suivant. Première question, c'est pourquoi ce choix? Ce choix, il n'est pas forcément une question de reporting, il est souvent fait par les groupes qui publient de manière volontaire parce que ça étaye leur stratégie d'entreprise, parce que ça leur permet de montrer leurs efforts, de faire preuve de transparence, de montrer la résilience de leur modèle d'affaires au regard des sujets de changement climatique et des tensions de ressources, par exemple. Autre élément important quand on veut produire un rapport volontaire, c'est d'écouter les parties prenantes. Pourquoi? Parce que ce sont elles qui ont des attentes sur les sujets qu'elles veulent voir traités. Et j'ai 3 exemples en tête. Le cas d'une ETI qui va établir un rapport à la demande de ses financeurs parce qu'elle a un financement qui intègre des critères RSE. Une autre ETI qui est dans la chaîne de valeur de groupes qui sont, eux, soumis à la CSRD et qui sont donc engagés dans leur démarche, donc qui viennent tirer leur chaîne de valeur vers la transition. Et puis un troisième cas d'une entreprise qui prépare ce rapport pour en fait venir synthétiser l'ensemble de ses actions et éviter de répondre à plusieurs demandes d'agences, EcoVadis, etc. Donc la voix des parties prenantes, elle va vraiment venir vous guider sur les sujets attendus et la façon de préparer votre rapport. Et puis peut-être le troisième point qu'il faut garder en tête, c'est la focalisation, le pragmatisme. Focalisation parce que ce rapport, c'est vous qui décidez de l'établir, il est volontaire et donc son contenu, son périmètre sont à votre main. Donc soyez focalisés sur les sujets importants, ceux qui ressortent de votre exercice de double matérialité. Pragmatisme, puisque le but étant de répondre aux demandes de vos parties prenantes, parlez-leur dans un langage qui permettra une comparabilité, une mesure de la performance. Et ce langage, ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser tant que possible un référentiel normé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense soit au set de normes simplifiées, soit au référentiel VSME, qui peut être une bonne alternative pour des entreprises moins matures de type PME. Le but, c'est de limiter peut-être le recours aux référentiels ad hoc ou aux indicateurs qui sont spécifiques à votre activité. Et puis, le dernier point, c'est d'étaler vos efforts. La clé de votre rapport volontaire, ça va être la qualité, ça ne va pas être la quantité. Donc, concentrez-vous sur les sujets matériels, ceux qui sont attendus, et jouez sur les curseurs de la publication. Un rapport volontaire peut être interne ou externe, et de la vérification. Là aussi, selon les demandes de vos parties prenantes, vous pouvez solliciter un rapport non public, puis progressivement l'enrichir, le publier et élargir également le champ de la vérification d'année en année. Voilà, donc en synthèse, 2026, année de l'action et de la structuration. Merci beaucoup Anne. Donc ça nous donne quand même un bon tour d'horizon des enjeux opérationnels sur les sujets qu'on vient d'évoquer ensemble. J'en profite quand même pour mentionner que pour les entreprises qui cherchent du benchmark et des bonnes pratiques, chez PwC, nous avions également, comme d'autres, réalisé des benchmarks et illustré avec des bonnes pratiques au travers de 10 vidéos qui étaient quand même assez approfondies chacune pour les entreprises de vague 1 et elles sont disponibles sur notre site, les rendez-vous PwC de la durabilité. Alors, on a fait un choix ce matin, c'est de faire un décryptage approfondi. Pour ceux qui doivent nous quitter, il y a dans tous les cas la possibilité d'écouter la partie manquante au travers d'un replay. Et donc, on souhaite également prendre le temps
de voir avec vous la dernière partie parce qu'il y a des actualités sur la taxonomie, alors ça va être assez rapide, puis on voulait quand même vous donner un bref aperçu de la réglementation SFDR. Donc, commençons par le sujet taxonomie. Ça y est, hein, la publication au journal officiel est arrivée. Et donc, Stéphanie, qu'est-ce que tu peux nous dire? Une petite surprise, je crois. Oui, bonjour à tous. Alors oui, ça y est, effectivement, ces amendements taxonomie ont enfin été publiés au journal officiel de l'Union européenne le 8 janvier 2026. Donc c'est tout récent. Il y avait eu beaucoup d'incertitudes autour de ces amendements liés à la scrutiny period. La scrutiny period, c'était la phase pendant laquelle le Parlement et le Conseil de l'Europe pouvaient s'opposer aux amendements taxonomie. Donc cette période, elle est désormais terminée. Il n'y a pas eu d'objection. Le calendrier est donc définitif. Et les amendements s'appliqueront bien à partir des publications au 1er janvier 2026, comme c'était prévu, avec, on va le voir, néanmoins une possibilité de report d'un an qui est également possible. Donc, si on rentre un peu plus dans le détail, voilà, merci. Donc, pour rappel, ces amendements, ils portent sur 3 sujets. Donc, ces amendements ont introduit un seuil de matérialité de 10%. Ce seuil, il sert à quoi? Il laisse la possibilité aux entreprises de ne pas analyser l'éligibilité et l'alignement pour leurs activités économiques non matérielles. Et les activités économiques non matérielles, c'est quoi? C'est des activités qui sont considérées donc comme non matérielles si elles ne dépassent pas en cumulé 10% de l'indicateur du chiffre d'affaires, des CAPEX ou des OPEX. Ce seuil de 10%, il s'applique de manière indépendante pour chaque indicateur. Ces amendements ont également simplifié le DNSH pollution. Donc, l'objectif de cette simplification, c'était d'essayer d'aligner le DNSH pollution avec la réglementation européenne. Donc, il y a eu des clarifications, il y a eu la suppression d'un paragraphe, le dernier paragraphe CLP, qui vient réduire considérablement le nombre de substances à analyser. Donc, un objectif d'alignement du DNSH pollution avec les réglementations européennes, mais attention, dans certains cas, le DNSH pollution va plus loin que la réglementation européenne. Donc, bien regarder au cas par cas. Et enfin, ces amendements apportent aussi 2 nouveaux templates qui viennent remplacer les anciens. Ils sont plus faciles à lire. Donc, il y a un template général qui permet de présenter les données clés pour les 3 indicateurs, chiffre d'affaires, CAPEX, OPEX, sur le même template. Et un deuxième template qui est plus détaillé. Donc là, il va permettre de présenter les données clés par activité et par ICP. On a un autre changement, il n'y a plus de template gaz et nucléaire. Désormais, ces activités, elles sont directement renseignées dans le template numéro 2. Et donc des templates simplifiés, mais attention, la démarche, elle, reste la même. Il y a également des mesures spécifiques qui sont prévues pour le secteur financier, mais on ne va pas les aborder aujourd'hui. Ensuite, on a également, effectivement, Anne, tu l'as dit, une petite surprise. Donc, en fin d'année dernière, la Commission européenne a publié des projets de FAQ. Il y a 17 FAQ qui ont été publiés le 17 décembre 2025. Donc, ces FAQ, elles apportent des clarifications, mais elles soulèvent aussi quelques interrogations. Donc, les FAQ, elles portent sur trois thèmes, on va dire des questions générales avec les dates d'application, possibilités de report, clôture décalée, les modalités d'application du seuil de 10% et certaines questions spécifiques pour le secteur financier. Donc, si on prend quelques exemples, ces FAQ, elles viennent confirmer que les clôtures décalées qui publient en 2026 peuvent soit appliquer les nouveaux amendements, soit rester sur l'ancien règlement. Donc, c'est au choix. Une FAQ confirme également que si une entreprise choisit d'appliquer les amendements, alors elle doit les appliquer dans la totalité, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que ce n'est pas, par exemple, possible d'appliquer les simplifications sur le DNSH pollution, mais d'appliquer les anciens tableaux. Donc, c'est tous les amendements ou alors report d'un an. Si les amendements sont appliqués, les FAQ précisent que les entreprises n'ont pas l'obligation de recalculer les indicateurs N-1 selon cet amendement. En revanche, des explications dans le narratif sont requises pour expliquer les variations. Donc, le calcul est possible, le recalcul des indicateurs N-1 est possible, mais en revanche, il n'est pas obligatoire. Et donc, il faudra faire preuve de transparence sur la méthode retenue. Et pour terminer, on a une FAQ qui interroge particulièrement, c'est la FAQ 7, qui porte sur l'application du seuil de 10%. Cette FAQ fait référence à IFRS 8, donc elle pose un certain nombre de questions, car finalement, de notre compréhension,
L'application de cette FAQ reviendrait à limiter la portée du seuil de matérialité, dans la mesure où dès lors qu'une activité ferait partie d'un segment IFRS 8, alors elle devrait être considérée comme matérielle. Donc ça remet un peu en question la notion de matérialité, de seuil de matérialité. Donc je rappelle pour terminer que ces FAQ sont des projets que la Commission européenne va consulter sur ces FAQ. Et par ailleurs, on attend sur 2026 également la révision de certains critères techniques. Merci Stéphanie, et je note également que sur les points problématiques que tu as mentionnés, on les a également relevés et transmis notamment via la CNCC, via notre groupe de la CNCC, notamment par exemple à l'AMF. Donc c'est des points qui sont en cours d'instruction. Autre sujet d'actualité, donc là très prospectif, le texte de Stéphanie sur la taxonomie, c'est applicable. Là, le sujet SFDR dont on va parler, donc la proposition de modification du règlement SFDR par la Commission européenne, c'est très prospectif et je vais laisser Roxana nous en parler. Donc, pour rappel, la CSRD, c'est un reporting au niveau entreprise, c'est l'état de durabilité, et la SFDR, l'enjeu, c'est la transparence au niveau des produits. Donc, Roxana, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer les interactions entre tous les sujets CSRD, ESRS qu'on a mentionnés et cette révision SFDR? Oui, merci beaucoup Anne. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme on l'a vu tout au long de la présentation, le package Omnibus a réduit le champ d'application de l'état de durabilité et simplifie progressivement les normes ESRS 7.1. Ces changements ont un impact direct et donc il a rendu nécessaire l'accélération de la révision du règlement SFDR. Pour rappel, il était déjà en consultation depuis plus de 2 ans pour intégrer à la fois ces évolutions, mais également notamment sur les informations de la durabilité publiées par les entreprises. Il faut bien garder en tête que la CSRD avec les ESRS et aussi le standard VSMI reste une source d'informations clé pour les acteurs financiers. Donc, par exemple, l'appendice B de l'ESRS 2 regroupe tous les indicateurs utilisés pour les indicateurs PAI que l'investisseur doit publier. Donc, mais aussi, il définit, il qualifie les produits durables. Donc, je rappelle qu'un PAI est un indicateur d'impact négatif. Également, il faudra faire attention, la réglementation SFDR elle-même, elle est en pleine mutation. Les informations demandées aux entreprises pourraient encore évoluer, notamment en attendant la publication des RTS qui va définir les futures métriques. C'est vraiment le point essentiel. Nous sommes dans une période de transition. Les exigences ne sont pas figées et elles peuvent encore changer. Donc, il faut donc rester vigilant et anticiper ces évolutions à la fois dans le cadre de la SFDR, mais également dans le cadre de la CSRD. Sur ce deuxième slide, je vous propose de regarder plus concrètement où nous en sommes dans le progrès législatif, dans le processus législatif. Donc, ce slide présente le calendrier de la réforme SFDR 2.0, publié par la Commission européenne le 20 novembre dernier, ainsi que les grandes phases qui vont mener à son adoption. Donc, comme vous le voyez, la date d'adoption du texte n'est pas encore fixée. Le SFDR va suivre la procédure législative ordinaire, exactement comme la directive Omnibus. Donc, en pratique, ce processus prend en général environ 12 mois entre la proposition de la Commission et l'adoption finale. Donc, le Parlement et le Conseil vont d'abord établir leurs propositions respectives via des amendements. Et une fois ces positions sont stabilisées, le trilogue pourra commencer. Donc, à l'issue du trilogue, le règlement sera publié au journal officiel et donc il rentrera en vigueur 20 jours plus tard, puis deviendra applicable 18 mois après son entrée en vigueur. Donc, sur notre slide, ça nous amène dans une vision maximaliste à mi-juin 2028. Donc, on l'a dit, SFDR, c'est tout d'abord une classification des produits d'investissement. Sur cette slide, on voit qu'on change complètement de logique. On passe d'un régime basé essentiellement sur la transparence, avec les articles 6, 8, 9 que vous connaissez et que vous voyez à gauche de ce slide, à un régime de classification beaucoup plus clair et articulé autour des nouveaux articles 7, 8, 9. Donc, désormais, la classification repose sur 3 éléments: la finalité du produit, son niveau d'ambition, mais également sa méthode d'investissement.
Et donc, on retrouve in fine 3 catégories. L'article 8 ou ESG Basics, ce sont les produits qui intègrent des facteurs ESG, mais de manière relativement basique, au-delà de la simple gestion de risques de durabilité. Deuxième catégorie, c'est l'article 7, transition. Ici, on parle de produits qui investissent dans des actifs engagés dans une trajectoire de transition surtout crédible ou qui poursuivent des objectifs liés à la transition. Et transition, c'est au-delà de climatique, environnemental ou social. Et troisième catégorie, article 9, produits durables, concerne ceux qui investissent dans des actifs déjà durables ou qui poursuivent des objectifs environnementaux ou sociaux clairement définis. Ce sont les produits les plus ambitieux avec une finalité forte en matière de durabilité. Et donc, sur le dernier slide, on a souhaité faire une vision simplifiée du règlement qui prend en compte des critères et engagements associés à chaque catégorie de fonds dans la révision SFDR. Donc, la réforme repose sur 3 grands piliers que l'on trouve à gauche, dans la colonne de gauche, les engagements minimums, les exclusions et la méthodologie d'investissement. Donc, sur le premier point, concernant les engagements minimums, désormais, au moins 70% des investissements doivent être alignés sur l'objectif de la catégorie du produit. Et pour les catégories 7 et 9, les catégories les plus ambitieuses, des seuils supplémentaires s'appliquent, comme par exemple, au moins 15% des investissements doivent être alignés avec la taxonomie européenne. L'idée, c'est vraiment de renforcer la cohérence entre les objectifs annoncés et la réalité du portefeuille. On passe également, donc, le deuxième point, on passe d'un principe d'NSH qui avant, il était très flou, non aligné avec la taxonomie, à une liste d'exclusions claire, inspirée des benchmarks européens comme le Paris Alignment Benchmark ou le Climate Transition Benchmark. Et ici, on peut donner 2 exemples. L'article 8 exclut le tabac, les armes controversées ou les violations des principes de l'ONU. L'article 9 va un peu plus loin en excluant les revenus issus du pétrole et gaz. Et pour les articles 7 et 9, on rajoute une condition supplémentaire. Tout actif impliqué dans de nouveaux projets fossiles est exclu, sauf s'il y a un plan de sortie crédible. Et enfin, le troisième pilier, la méthodologie d'investissement. Il faut noter qu'à chaque catégorie, on impose une méthodologie précise. Et comme par exemple, l'article 7 exige des objectifs de transition scientifiquement crédibles. Et l'article 9 demande une justification claire de l'alignement durable, soit via la taxonomie, soit via une méthodologie interne qui est robuste. Donc, en résumé, cette matrice permet de visualiser rapidement le niveau d'ambition et les exigences propres à chaque catégorie. Et plus on monte dans les colonnes, plus les critères sont stricts et les engagements durables sont forts. Donc, merci à tous pour votre attention et je repasse la parole à Anne. Merci Roxana. Donc voilà, c'était important pour nous de terminer sur une ouverture sur SFDR. Alors évidemment, c'est technique, mais le début vous permet de comprendre quand même les interactions entre les 2 textes. Et maintenant, on va laisser le mot de la fin à Sylvain parce que 2026, année de la levée des incertitudes. Et la vision des boards, Sylvain, dans tout ça. Merci Anne. Je pense que le message complet est vraiment à 2 niveaux aujourd'hui. Premièrement, tu l'as dit et toutes les intervenantes l'ont dit, pour un grand nombre de thématiques, on y voit beaucoup plus clair. Donc, on sort de cette période de flou. Je le rappelle, au niveau mondial, le train réglementaire en matière de sustainability, lui, s'est jamais vraiment arrêté, mais pour une bonne et simple raison, c'est que malheureusement, la nature des enjeux sociaux et environnementaux, je l'ai dit en introduction, sont extrêmement significatifs. Et quand on regarde justement ceux qui regardent le plus loin possible, que sont les boards, les investisseurs, les partenaires financiers, les entreprises, je voulais vous partager 2-3 informations. Nous venons de sortir là, tout récemment la dernière Global Investor Survey de PwC, qui est une étude qu'on fait depuis plus de 20 ans auprès d'à peu près 1000 investisseurs de toutes les catégories d'actifs, donc de l'asset management, de l'infra, du private equity, à peu près 1000 dans une trentaine de pays, en leur posant toute une série de questions, pas uniquement orientées sur les questions de durabilité, mais sur la durabilité, je voulais vous partager 3 chiffres.
Donc, elle est sortie là, je pense, en janvier 2026. 84% de ces investisseurs pensent que les entreprises devraient continuer leurs efforts ou les accélérer en matière de durabilité. 87%, et c'est totalement aligné avec ce qu'on vient de se dire sur le reporting de durabilité, 87% pensent que les entreprises devraient augmenter l'utilisation des données ESG pour améliorer leur efficacité et leur performance, pas pour faire du reporting, pour améliorer leur efficacité et leur performance. Et 83% pensent que les entreprises devraient renforcer leurs efforts en matière de résilience de la supply chain. Ce sont des tendances que l'on avait déjà, mais qui, backlash, bad buzz, etc., on avait plus ou moins le même type de statistiques entre 78 et 85% l'année dernière sur l'importance que les parties prenantes, tant au niveau des investisseurs que des conseils d'administration qui regardent à long terme, se posent. Parce que la vraie question qui est là aujourd'hui et que l'on voit arriver et que les entreprises ont peut-être moins travaillé sur le reporting, et encore c'est faux, parce qu'il y a eu ce gros effort de rentrer sur la CSRD il y a 1 an pour les entreprises de la vague 1. Maintenant, c'est un reporting comme elles en faisaient depuis bien longtemps où elles continuent. Il va falloir s'adapter aux nouveaux éléments. Les entreprises de la vague 2 vont devoir lancer les travaux assez rapidement parce que les publications 2028, c'est bientôt. Mais par contre, sur le fond, elles travaillent toutes sur des sujets de résilience de leur supply chain, adaptation de leur business model, quels nouveaux enjeux. Je reviens sur notre exemple des semi-conducteurs. Ça veut dire beaucoup quand on est dans le business des semi-conducteurs, ce que j'ai pu évoquer tout à l'heure. Donc, c'est vraiment ce sujet, transformation, adaptation, innovation, anticipation des risques. Et pour vous donner un dernier exemple qui serait plus proche des entreprises de la vague 2, c'est-à-dire du monde non coté, nous travaillons avec nos équipes développement durable depuis plus de 15 ans, je pense, sur les investisseurs dans le non coté, le monde du capital investissement. Et nous avons vu au cours de ces 15 dernières années, certains investisseurs très en avance, mais on est passé d'une étape quasi de tick the box, dont on fait une analyse ou une due diligence ESG parce qu'il faut faire une due diligence ESG, à des demandes extrêmement significatives. Et pour vous donner un KPI, on a par exemple une multiplication du volume des travaux par 4 ou 5, que ce soit à l'achat, mais surtout à la vente. Ça veut dire quoi concrètement? Quand on fait travailler des équipes de conseil de façon beaucoup plus poussée, ça veut dire que ça devient un élément extrêmement significatif dans la valorisation de l'entreprise. Sinon, bien évidemment, on ne le ferait pas. Et les questions qui se posent sont, est-ce que l'entreprise est adaptée aux enjeux qui vont arriver demain? Est-ce qu'elle a l'agilité? Et sur 3 dimensions que je pense qu'il faut garder en tête, c'est la dimension de la conformité réglementaire, parce que les textes continuent d'arriver. Donc, est-ce qu'on a des entreprises qui sont prêtes, qui les ont vues? Est-ce que si j'achète cette entreprise, je ne vais pas découvrir un paquet où l'entreprise n'est pas prête? Premier niveau. Deuxième niveau, quelles sont les conséquences sur les opérations? Bonne ou mauvaise nouvelle? Est-ce que j'ai des risques de résilience de mes opérations, des risques d'efficacité, que ce soit sur des sujets, par exemple, de droits humains dans ma chaîne de valeur, d'accès à des ressources naturelles, ou même juste de fonctionnement ou d'impact de mes opérations? Et enfin, sur des questions stratégiques, est-ce que le positionnement de l'entreprise dans laquelle je rentre en tant qu'investisseur ou dont je suis membre du conseil d'administration, est-ce que ce positionnement, à date, il est peut-être très bon et tout va bien? Est-ce qu'à 5 ans ou à 10 ans, il n'est pas mis à mal? Ou au contraire, c'est vraiment une méga opportunité de transformation pour l'entreprise dans laquelle je rentre maintenant. Donc, je pense que derrière ces textes, il faut un peu prendre du recul et se dire, ils sont ce qu'ils sont. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont là, ils sont de retour. Et maintenant, je pense qu'on peut travailler sereinement, mais ça n'a jamais changé. Avant Omnibus, pendant Omnibus, après Omnibus, le vrai sujet, c'est est-ce que les entreprises sont prêtes aux changements positifs et négatifs qui arrivent? Est-ce que leur conformité réglementaire est assurée? Est-ce que leurs opérations peuvent être traitées sereinement? Est-ce que leur vision stratégique et leurs offres sont adaptées? Et c'est un travail finalement assez normal pour une entreprise que de se poser ce genre de questions. Merci beaucoup de votre attention et très bonne journée. Bonne journée à tous, au revoir.